Bien, bonjour messieurs, dames. On va ouvrir la conférence des journées de l'éloquence dédiée aux journalistes et à la Révolution. Je fais très bref. Je vous demande d'accueillir comme il se doit nos deux conférenciers, Madame Mühlmann et Monsieur Gisbert. Alors, cette conférence sera animée également par nos deux compères étudiants, Cyril Amboutable et Jessie, plus proche de moi. Je leur laisse le soin immédiatement d'ouvrir le thème et de présenter nos deux conférenciers. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci à tous. Bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette conférence dans le cadre des journées d'éloquence ayant pour thème journalisme et révolution française. Nous recevons M. Gisbert et Mme Mühlmann, comme Hugo l'a annoncé. On va commencer par présenter les invités très rapidement. Donc, bon, du coup, c'est mal fait parce que j'avais préparé M. Gisbert. M. Gisbert, mais je peux retirer ma veste? Oui. Pour ça, j'ai plus la coca. Donc, vous êtes né le 18 janvier 1949 dans le Delaware, aux États-Unis. Dès petit, vous nourrissez une vocation d'écrivain, mais vous vous dirigez vers des études de droit que vous obtenez. Et dans un premier temps... Non, vous n'avez pas obtenu? Ah, ça c'est peut-être vous avez regardé sur Wikipédia. Si ça tout à fait. Une source d'information sûre. J'ai corrigé de nombreuses erreurs, parce que c'était vraiment j'ai pu corriger ça par mes fils, mais il y en a encore énormément. Non, j'ai pas fini mes études de droit, j'ai commencé, j'ai arrêté la première année après une seconde année, je suis brillamment à la première année. D'accord. Je suis désolé. Bon, c'est pas grave. Vous avez commencé des études de droit, en tout cas, première année. En tout cas, vous êtes rentré, alors 19 ans, Paris-Normandie, c'est vrai? Voilà. Donc vous avez collaboré 18 ans. 18 ans à Paris-Normandie. On va arrêter de compter les heures. Puis au début des années 70, toujours sous votre contrôle, vous rentrez au Nouvel Observateur. 71. 71. Il y a une erreur par chiffre dans Wikipédia en général. Voilà. Ensuite, bon, vous faites votre carrière. Ouais, pas de chiffre, vous avez raison. Voilà, je reste très très large. Puis plus tard, vous finirez par retrouver votre vocation de jeunesse en publiant des romans et des biographies, on pourrait dire, des sortes d'essais sur notamment Chirac, Mitterrand. Voilà. Et ensuite, à la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, le grand public vous connaît aussi en tant que présentateur TV, d'abord avec le Gai Savoir sur Paris Première, puis chez Fogg sur France 5 de 2006 à 2009. Oui. Ça, j'ai oublié. Ah. Et encore aujourd'hui, les grandes questions avec Madame Mühlmann. Ah oui, ça c'est vrai, j'ai oublié. Voilà. Voilà, je vais éviter d'en dire plus pour pas faire d'erreur. Et je vais laisser à Jessie la présentation de Madame. Quant à Madame Mühlmann, elle est universitaire et journaliste française, de par son cursus scolaire, donc diplômée de la New York University en journalisme, il me semble, et de par son parcours professionnel. Elle est universitaire en effet, puisque professeure des universités agrégées de philosophie et docteur agrégé de sciences politiques. Elle est notamment professeure à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, et journaliste, puisque ex-présentatrice de l'émission C'est Politique sur France 5, et participante, aux côtés de M. Gisbert, aux grandes questions, également sur France 5. Donc, Madame Mühlmann a écrit 2 ouvrages renommés portant sur le journalisme moderne et les idéaux qu'on pouvait tenter d'élaborer pour le penser et le critiquer. Donc, il y a Du journalisme en démocratie, publié en 2006, ainsi que Une histoire politique du journalisme, donc du 19e-20e siècle, publié en 2007. De plus, elle a contribué à l'ouvrage lors de sa réédition en 2012, qui se nomme Histoire des idées politiques, aux côtés de Evelyne Pizier, François Châtelet et Olivier Duhamel. C'est juste. Moi, je vais envoyer un petit mot pour préférer. Ça marche. Oui.
Merci. Ah oui, moi je suis pas très organisé. Moi, ils sont obligés de prendre Wikipédia qui posait l'erreur. Oui, absolument, Mais je ne corrige pas d'ailleurs, je n'ai pas corrigé. C'est plus drôle que les conférences. Vous piégez les petits jeunes, ça c'est vrai. C'est ça. Bon, on va commencer par une petite présentation générale, un petit topo de la situation, disons, du journalisme lors de la Révolution. Rapidement, en 1789 au consulat, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de journaux qui naissent. Et donc dans ce contexte de bouillonnement, Anne Mühlmann va se faire un plaisir, je suis sûr, de nous. Bah oui, c'est mon petit côté universitaire, je ne l'échapperai pas. En fait, j'ai écrit un peu là-dessus, puis ça m'a beaucoup passionnée. Et donc je m'étais dit qu'avant qu'on ouvre le débat, c'était pas mal qu'on sache un peu voilà, pourquoi c'est intéressant le journalisme pour la Révolution française. Pourquoi? Donc je vais vous donner quelques raisons, et puis du coup décrire un peu, si vous le voulez bien, en essayant de ne pas être trop longue. Bon, c'est un moment majeur parce que d'abord il y a une impulsion sans précédent de la liberté de la presse qui va se prendre dans les faits avant d'être consacrée dans le droit. Effectivement, des dizaines et des dizaines de journaux qui se créent en 89. Et alors que vous le savez, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen date du 26 août 1789 et l'article 11 reconnaîtra la liberté d'expression. Toujours, c'est notre spécificité française, dans les limites de la loi. On peut quand même faire des lois qui l'encadrent, contrairement aux Américains qui ont, eux, un premier amendement qui interdit au Congrès de faire une quelconque loi pour encadrer la liberté de la presse. En quelque sorte, la liberté d'expression est supralégale aux États-Unis. Elle est constitutionnelle et la loi arrive en dessous. C'est pour ça que c'est un pays où nos lois, par exemple, contre le négationnisme, contre l'homophobie, ne sont pas possibles. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que toutes les figures marquantes de la Révolution ont été des journalistes proliques, quasiment tous des patrons de journaux, Camille Desmoulins, Brissot, Marat, etc. Camille Desmoulins, le vieux Cordelier, décrivait très très bien non seulement ce qui se passait, mais aussi, et c'est une spécificité, c'est une autre raison pour laquelle c'est passionnant, on a rarement eu un moment historique, et je parle au-delà même de la France, où la presse s'est autant pensée elle-même. Il y a un petit côté, on se regarde, mais elle a vraiment défini son rôle. C'est un rôle idéal, on peut toujours dire qu'il n'a pas été rempli correctement, bien sûr, mais elle a fixé pour très longtemps les idéaux, me semble-t-il, du journalisme moderne, qui permettent justement de savoir au nom de quoi on critique parfois le journalisme réel qui n'est pas à la hauteur. Et ces idéaux, je les résumerai en trois choses. Premièrement, le journaliste doit sortir de son bureau, c'est-à-dire faire rentrer le dehors à l'intérieur de ce journal. C'est vraiment orienté sur le dehors, sortir du bureau, faire droit à des choses qui souvent n'ont jamais été dites et écrites et qui se passent ailleurs. La rue, c'est la rue. Deuxièmement, un sens de l'instant. Le journaliste prétend avoir un ancrage extrêmement particulier, c'est un type d'écriture qui a un rapport à l'immédiateté. Et troisièmement, mais tout ça est lié, c'est un jeu journalistique, le JE, qui est aussi gros d'un nous, une espèce d'écriture individuelle collective en même temps. Donc, je trouve que la métaphore de Camille Desmoulins, qui résume tout cela très bien, c'est la métaphore du torrent. Desmoulins disait que l'historien était mort avec la Révolution française, il écrit trop lentement. Là, il faut un autre type d'écriture qui soit en phase avec l'accélération de l'histoire. Et c'est la métaphore du torrent. Le torrent révolutionnaire qui permet, donc qui exige désormais ce qu'il appelait une plume rapide et haletante. Ce qui veut dire aussi que cette plume, eh bien, elle doit être capable de se grossir justement de ce nous collectif, de faire droit à ce nous à l'intérieur du jeu qui écrit. Alors, ils étaient tous très très conscients que la Révolution était un moment majeur pour la presse. Brissot, par exemple, qui était fondateur du Patriote français, avait confié à un ami que c'était avec les journaux que la Révolution s'était faite en Amérique. Loustalot est un personnage très intéressant, rédacteur aux Révolutions de Paris,
disait que c'était absolument vrai, cette maxime de ce que certains écrivains, notamment anglais libéraux, avaient énoncé, selon laquelle si la liberté de la presse existe dans un pays où le despotisme le plus absolu réunit dans une seule main tous les pouvoirs, eh bien cette liberté de la presse suffirait seule pour faire contrepoids. Il y avait vraiment un sentiment de puissance, on peut le dire, que la presse, c'était pas n'importe quoi, c'était quelque chose qui est à la fois une figure du spectateur, puisqu'il regarde, il décrit et il raconte, mais que regarder, c'est agir, que tout d'un coup on avait un lien très spécifique acteur-spectateur. Cette idée qu'il y a une nouvelle encre qui va s'écrire, qui ne séchera pas aussi vite qui ne nous arrivera pas déjà sèche comme l'écriture de l'écrivain ou l'écriture de l'historien, il faut savoir aussi qu'elle va, c'est une mythologie très importante qu'on retrouvera chez tous les révolutionnaires qui suivront. L'un des plus grands sur ce terrain, il y a même une thèse qui lui est consacrée, journalisme et révolution, c'est Jules Vallès, dans La Commune, qui est tout à fait dans cette filiation. Et moi, j'ai tendance à ajouter un autre moment qui est le seul moment, et sur la philosophie, où on a théorisé le journalisme comme un lien acteur-spectateur très particulier, très nouveau, et c'est le mouvement dans les années 1840 en Allemagne des jeunes hegeliens de gauche, à la Gazette Rhénane, dont le jeune Marx faisait partie, et qui a théorisé complètement le journalisme, tenez-vous bien, comme réalisation de la philosophie, c'est-à-dire comme regard qui agit, qui est dans l'action, et qui du coup est aussi en phase avec l'action. Tout ça sont des idéaux, mais c'est intéressant de voir que les idéaux se sont formulés en même temps même que l'effervescence de la presse avait lieu. Alors, pour ce qui est du dehors-dedans, la figure vraiment mythique, c'est celle de Marat dans une peinture très célèbre, qui est le serment du jeu de paume de David, en 1791. David représente ce moment fondamental de la Révolution, où l'Assemblée nationale va se créer, il représente les députés qui sont en train de discuter. Devant les députés, comme on faisait pour les rois, un journaliste à l'ancienne qui les regarde, et qui prend des notes, et qui est un geôlier d'ailleurs, qui est en bas, qui note tout. Et en fait, ce journaliste, à l'époque, on savait bien qui c'était Barrère, qui est un publiciste traditionnel, qui recueillait les propos exactement comme on recueillait les propos du roi avant ou de ses ministres. Et puis, tout en haut, à droite, dans le tableau, il y a un journaliste qui ne regarde pas la scène, qui regarde en dehors du tableau. Vous voyez, et c'est le regard qui est tourné vers l'extérieur. Et c'est Marat. Et c'est Marat, et on le voit parce que... Excuse-moi, il écrivait souvent, quand il prenait les comptes rendus de l'Assemblée, en général, il y avait le dos tourné. Dos tourné. Ouais, dos tourné. Et donc c'est ça que je voulais dire par le dehors. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans la rue. Il faut regarder toujours ailleurs. Et on voit l'Ami du peuple, qui est son journal. Et c'est une figure très intéressante. L'idée aussi, bon, ça c'est une idée qui m'est très chère. J'ai pas dit que c'était facile à appliquer pour les journalistes d'aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment le plus grand idéal démocratique. C'est qu'au fond, en faisant cela, le journaliste doit percevoir la conflictualité sociale, tout en comprenant comment des nouvelles formes d'unité et de rassemblement se créent dans le conflit, si vous voulez. Et d'ailleurs, il pensait, le journaliste révolutionnaire, qu'il active cette conflictualité parce qu'il en remet une couche, il raconte tout ce qui ne va pas, et il met à l'épreuve, si vous voulez, ce nous collectif à travers des problèmes, des conflits. Et il pensait que dans ce mouvement, l'unité, le rassemblement se créerait et se recréerait. Donc c'est vraiment l'insurrection, si vous voulez, avec les discussions publiques. Il ne faut jamais oublier aussi qu'à l'époque de la Révolution française, beaucoup de gens étaient analphabètes, la plupart, et donc les journaux se lisaient dans la rue. Le journal était un journal de rue. Il ne faut pas donc oublier que Jules Vallès, dont j'ai beaucoup parlé, a appelé ses 3 premiers journaux, enfin 3 de ses journaux, la rue. Il y avait la rue 1, la rue 2. La mythologie de la rue est très importante pour les journalistes révolutionnaires, et je dirais, et pour cause, puisqu'il y avait des lectures publiques devant les journaux, ils étaient affichés, etc. Alors cette alliance de conflit et d'unité, je crois que c'est toujours notre boulot, là je dis nous les journalistes, de montrer qu'il y a des problèmes et que le nous se reconstitue en discutant et en s'engueulant. Et on le voit très bien dans les représentations que la presse a d'elle-même pendant la Révolution française. Par exemple,
Par exemple, des spécialistes de cela, quelques universitaires le disent très bien, Labrosse et Resta, qui écrivent des ouvrages là-dessus, disent que les deux grands événements toujours décrits avec un sens narratif très fort, c'est l'émeute et la fête. Bah ouais, l'émeute c'est le conflit, la fête c'est l'unité retrouvée. Donc il y a vraiment une dialectique, si vous voulez, dans les journaux missionnaires de l'émeute et de la fête. Et cette idée aussi que on va créer une nouvelle sorte de communauté, par-delà la communauté active, qui est une communauté non visible, une communauté, c'est ça les lecteurs. C'est une vraie communauté que la démocratie va créer. Et la démocratie a besoin de la presse, et je dirais qu'aujourd'hui, toutes les communautés presque sont non visibles. L'électorat n'est pas visible, palpable, on ne voit pas tout de suite dans la rue. Le lectorat, c'est pareil. Mais au fond, c'est ça, ils avaient anticipé ce que serait la démocratie moderne. Et puis, alors, l'autre point très important, c'est cette dialectique le jeu révolutionnaire. On dit beaucoup j'ai vu, etc. Mais le jeu est le prétexte pour créer du nous à travers lui. Et ça, la bonne manière de faire, qui va se retrouver ensuite dans la grande révolution démocratique, journalistique moderne qui se situera après la révolution industrielle, c'est-à-dire le reportage, la naissance de la grande presse de masse un siècle plus tard, on retrouvera exactement la même chose, c'est-à-dire pour rassembler à travers un jeu qui voit, c'est pas facile quand même, je vois, il faut que derrière tout le monde voit, eh bien l'outil c'est une factualité, tel que n'importe qui verrait à ma place. Je suis votre émissaire, je ne suis que votre émissaire. Je dis je, bien sûr. Alors tout ça sont des procédés d'écriture aussi, mais ce je, il dit tout ce que vous verriez. Si vous étiez dans ce coin de la rue, vous voyez cette émeute, vous verriez comme moi, vous sentiriez cela comme... Mon corps est universel. Et donc c'est ce que personnellement, moi j'ai appelé dans mes travaux la figure du témoin ambassadeur. Je suis votre témoin, je suis témoin et c'est pour ça que je peux être un ambassadeur. Je ne suis pas en train de déblatérer des discours, je ne suis pas un éditorialiste à l'ancienne. Je suis déjà un reporter, au fond c'est la préfiguration de ce que sera le reportage, c'est-à-dire cette figure qui prétend être tout corps, les sens ouverts, tout vérifier, sentir, et cette sensibilité, ce sera celle de n'importe qui. C'est-à-dire que n'importe qui peut se retrouver dedans. Témoin, ambassadeur. Ambassadeur parce que témoin. Témoin parce qu'ambassadeur. Alors ça, c'est évidemment très intéressant. Il y a des choses que je voulais ajouter, et après je vous laisserai tranquille, c'est que ça va, premièrement, premier point que je voulais dire, c'est exactement les idéaux qu'on va retrouver avec la grande presse de masse. Quand le reportage va naître, le paradoxe, c'est qu'il va plutôt pas naître en France, il va naître avant tout aux États-Unis, dès les années 1840. Vous savez que la penny press, la presse à un sou, est née dans ces années-là, et qu'elle était tout à fait... elle a fait naître cette figure du reportage où précisément des jeux, JE, passaient leur temps à dire je suis au service du public. Et du coup, vous retrouvez cette idée du corps, si vous voulez, du corps qui est l'instrument du nous, le jeu corporel, l'instrument du nous, c'est comme ça que le nous se reconstitue. L'exemple que j'aime bien donner, parce qu'il est vraiment archétypique, c'est celui d'une disciple de Juge Vallès en France, puisque nos exemples français sont rarement aussi caricaturaux que les exemples américains. Aux États-Unis, tous les reporters de la fin du 19e, chez Pulitzer, disent jeu, JE, mais c'est un jeu qui s'efface, qui est là pour dire les faits. I'm on public duty, je suis là au nom du peuple, mon corps est celui du peuple, le peuple est à travers moi contre les pouvoirs. C'est une figure très classique et d'ailleurs très cinématographique aussi aux États-Unis. En France, c'est un peu plus rare parce que l'éditorialisme à l'ancienne est un peu notre spécificité. On est resté beaucoup dans le journalisme d'opinion et la révolution du reportage est moins aboutie, on va dire, pour d'autres raisons aussi, que je pourrais développer si vous avez des questions. Mais Séverine est une journaliste de la fin du 19e qui a couvert le procès Dreyfus en révision à Rennes en 1899. Elle était très proche de Vallès et elle fonctionne comme ça, c'est-à-dire je serai quand vous voyez ces reportages dans La Fronde, qui est un journal pour femmes, elle est typique. C'est une anarchiste, elle est exactement comme les révolutionnaires, c'est-à-dire je suis là pour vous tous. Et si vous étiez à ma place, si vous sentiez Dreyfus dans votre corps, au lieu d'aller avec vos idées là-haut, au lieu d'écrire de Paris,
comme Monsieur Drummond, au lieu d'être un rhéteur comme tous ces gens, parce qu'elle est tellement engagée, tout ça, ce sont des dispositifs littéraires. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la vérité absolue, je suis en train de vous dire comment ça marche. Eh bien, elle dit, voilà, moi je ne suis pas un rhéteur comme les autres, au passage, les mecs de Paris, parce qu'elle joue aussi cette carte, elle a raison de ne pas se priver. Les femmes étaient juste privées, les journalistes femmes ne pouvaient même pas aller à l'Assemblée nationale. Elle a raison d'utiliser la féminité. Elle dit, moi je suis sensible, je les regarde dans les yeux, ces témoins. Je sens par tous les pores de ma peau ce qui se passe dans ce procès. Elle a inventé l'envoyé spécial, si vous voulez, le reporter qui dit, dans vos rédactions, vous écrivez ce que vous voulez. Moi je suis un témoin. Eux ce sont des rhéteurs, moi je suis un témoin. Cette mise en scène de soi est typique du reportage moderne, figure qu'on a encore aujourd'hui, qu'on peut éminemment critiquer, hein, je ne suis pas du tout, hein, bien sûr, mais elle est née sous la Révolution française, qui a été incroyablement visionnaire. Et c'est d'autant plus troublant, et c'est mon dernier point avant qu'on entame la discussion, c'est d'autant plus troublant qu'en France, pour le coup, une fois qu'elle est née en France, comme ça, en 1789, elle a été beaucoup moins... elle s'est moins déclinée, à l'exception de la Commune 1848. Cette figure a été mise un peu en coulisses, et ce sont plutôt d'autres démocraties modernes qui ont filé ces métaphores à souhait, un peu empirisme naïf, pourrait-on dire, bien sûr, mais qui ont mis ces idéaux en avant. Alors à ça, il y a plusieurs raisons, mais ça en fait partie. Il faut quand même les donner pour parler du journalisme sous la Révolution française. C'est que ça va devenir un grand cauchemar français, bien sûr. La transparence, déjà, va devenir un grand cauchemar français, la puissance du regard, le regard thérapeutique qui voit tout, qui fait, qui agit. C'est une de nos grandes terreurs, c'est le cas de le dire, parce que la terreur a poursuivi ça sur un mode beaucoup moins sympathique. Au départ, il y avait un côté thérapeutique aussi, on va soigner le corps social. N'oubliez pas que Marat était médecin, et qu'il fallait débarrasser la société de tous ces microbes. Par quoi ? Par le regard clinique. Il y a une clinique dans le journalisme. On va mettre au jour tous les conflits pour que le nous se rassemble dans une certaine pureté, et on sait très bien comment ça a pu dériver. Donc c'est un cauchemar. Pour les contre-révolutionnaires, j'aime autant vous dire que c'est pas un cauchemar, c'est juste terrifiant, c'est une panique absolue. Et donc, pour toujours, les contre-révolutionnaires vont associer la presse, bien évidemment, à la Révolution. Il ne faut pas répéter ça. Résultat des courses, nous avons une droite française contre-révolutionnaire qui déteste la presse. À une exception, dans le camp des ultra-monarchistes, une exception, Chateaubriand. D'ailleurs, il passe son temps à dire, mes crétins de copains, les ultras. Il passe son temps à faire des lois. Moi, j'ai quand même fait la loi de 1814, la charte de la presse. Je suis un libéral. Moi, je suis sur ce point ami de Benjamin Constant, qui est un libéral, qui n'est pas un ultra-monarchiste. Nous, les grands esprits se rencontrent. Nous savons qu'un peuple sans presse libre, ça n'existe pas. Mais tous ces copains, les monarchistes, ils détestent tout ça. Dès qu'ils peuvent noyauter, Charles X, on noyote la presse, c'est une terreur. Jusqu'à les contre-révolutionnaires de la fin du 19e, qui compareront même les dérives du public à la vieille foule révolutionnaire qui se répète simplement dans la fameuse communauté invisible. Pareil, c'est la même horreur, c'est la barricade symbolique, c'est affreux la presse. Donc je pense évidemment là à la figure de Gustave Le Bon et à sa psychologie des foules, qui répète finalement très bien les grosses angoisses de la foule, mais il les transpose sur le mode, disons, symbolique. Et puis, la Révolution française va être un peu une angoisse aussi dans le camp républicain, bien sûr. Et du coup, notre rapport à la presse est très ambivalent. D'abord, on veut bien reconnaître la liberté de la presse, mais toujours encadrée. Il faut dire que les révolutionnaires, ils sont bien gentils, mais une fois qu'ils avaient le pouvoir, la seule première chose qu'ils ont faite, ils ont fait la révolution par les journaux. Il a raison, Gustavo. Mais derrière, ils ont mis la censure tout de suite. À peu près tout le monde, donc la terreur l'a faite. Et il faut savoir, par exemple, que ça fera l'objet de la plus grande ironie de Karl Marx dans la question juive, qui dira, mais qu'est-ce que c'est que cet encadrement au nom du bien public, de la liberté publique? Qu'est-ce que c'est cette idée qu'au nom de la liberté publique, on puisse couper la liberté de la presse? Marx, qui a pourtant dénoncé toutes les libertés bourgeoises comme étant des fausses libertés, il y en a une qui n'attaque jamais. Et pour cause, Marx a été un très grand journaliste, à tous les moments de sa vie. Et quand on le lit, on voit que c'est beaucoup plus compliqué que tout ce qu'on peut dire parfois sur lui. Marx disait, mais la liberté de la presse, c'est pas une liberté bourgeoise, c'est là d'ailleurs tous les bourgeois, la première chose qu'ils ont faite, y compris les révolutionnaires, c'est l'arrêter. Et quand on voit les débats des républicains en 1882,
pour reconnaître sous la Troisième République la liberté de la presse, vous retrouvez exactement même des angoisses de conservateurs. Attention, il ne faut pas que la rue produise, il ne faut pas la rue, pitié pas la rue, pas les barricades. Alors, la meilleure manière de faire passer la liberté de la presse a été de dire, mais on s'est complètement trompé, si on ne veut pas les barricades, faisons la liberté de la presse. On a renversé soudain, on s'est dit, ce que Benjamin Constant a toujours dit, ce qu'Emmanuel Kant a toujours dit, vous ne voulez pas la rue, la révolution? Eh bien écoutez, prenez la liberté de la presse, le peuple il fera moins la révolution, il s'engueulera dans les journaux. Mais vous savez, on a mis beaucoup de temps avant que cette bonne idée libérale émerge. Beaucoup de temps, parce qu'on est dans l'angoisse de la Révolution française, qui elle a lié la révolution, et pas la réforme, à la presse. Et on a mis beaucoup de temps, et je dirais que même dans notre conception de la liberté de la presse, toujours encadrée, on fait attention à ce que ça ne déborde pas. C'est pour ça que pas d'appel au meurtre, attention que hermétisme, vous voyez, le public, l'opinion, la presse, surtout pas la rue. Et donc on a un encadrement, pas d'insultes, pas de passage à l'affiche, le placard, le cri, très... Ah, il part avant qu'il y ait des islamos qui changent aussi les anglais. Mais on pouvait gueuler comme on voulait tous les dimanches, parce que la liberté anglaise, la conception de la liberté d'expression, ça va avec le cri, ça va avec la rue. Il n'y a pas que la presse dans la liberté d'expression. En France, on a, par nos diverses lois, vraiment voulu, vous savez, en 82, on empêchait même l'existence de ce qu'on appelait, et c'était géniaux quand même ces députés, l'opinion active. Il ne faut pas que l'opinion soit trop active, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle déborde vers la rue. Donc on a une angoisse de la rue qui existe. Et à mon avis, ça fait partie des raisons pour lesquelles le reportage, qui est quand même le culte de la rue, il faut le culte de la rue, il faut aimer la rue. Hein. Il faut aimer que ça déborde de partout pour être un grand reporter. C'est pas ce qui s'est mieux implanté en France, c'est plutôt des figures marginales par rapport à la presse qui incarnent le grand reportage français. Albert Londres, dont on parle toutes les 5 minutes. Albert Londres n'est pas du tout représentatif de la presse des années 20, pas du tout. C'est totalement marginal, il n'avait rien à faire dans la rédaction. Séverine, rien à voir. On a des figures comme ça qui sont un tout petit peu particulières, qui aiment la rue, qui aiment les voyages, qui aiment ça déborde. Et notre journaliste français a gardé, voilà, c'était ça le point que je voulais développer, un rapport un petit peu inquiet à l'égard de la Révolution française, non sans raison, mais ça a eu des conséquences importantes sur le plan juridique, philosophique, politique, et puis sur le plan de l'écriture aussi, très très important. Le plan, à mon avis, c'est très important, la presse, comment on écrit, et la télé, comment on parle, et la radio, comment on s'adresse aux gens, ça a eu des vraies conséquences. Voilà, merci. Vous avez quelques mots à ajouter à ce propos introductif? Oui, je vais essayer de prolonger son approche, peut-être avec un autre regard. Parce qu'il y a un mot que Géraldine n'a pas prononcé, qui est un mot important, à mon avis, qui explique beaucoup de choses, parce que c'est vrai qu'on entend les mots populaces, beaucoup dit le mot rue. Je crois qu'il y a le mot haine, qui est très très important et qui a peut-être marqué définitivement l'histoire de France. Moi, je suis un passionné de l'histoire de la Révolution française, que j'ai découvert, comme certains d'entre vous, je suis sûr, par Jules Michelet. Et la Révolution française, c'est vrai, on a raison d'en parler ici, c'est d'abord une affaire d'avocats et une affaire de journalistes. Ils sont parfois d'ailleurs les deux en même temps. Mais tous ont eu des journaux. Tous, à part Danton, mais je pense à... Enfin, Danton, il avait un journal par l'entremise de Camille Desmoulins, mais son ami, mais Robespierre, tu as parlé de Brissot, tu n'as pas parlé d'Hébert, c'est intéressant Hébert aussi, le père Duchesne, Marat, Desmoulins que j'étais, puis Vergniaud aussi d'une certaine manière, puisqu'à travers Brissot, dont tu parlais, à travers Brissot, il pouvait influer. Vergniaud, tout le monde l'a oublié, hein, c'était le chef de file des Girondins. Et les Girondins, ils ont perdu la Révolution française parce qu'ils étaient plus respectueux des institutions, même s'ils ont voté la mort du roi, plus par faiblesse d'ailleurs que par conviction. Mais Vergniaud, c'était l'un des grands orateurs, totalement oublié par les livres d'histoire, c'est juste absolument d'ailleurs incroyable. Alors, les Français, on a toujours dit qu'ils adoraient la Révolution parce qu'ils avaient horreur du changement. Il y en a d'autres aussi qui disent qu'ils détestent les réformes, ils préfèrent les révolutions, ce qui permet de rien changer. Mais c'est vrai que des figures que l'on voit, des figures qui émergent, c'est pour ça que le mot haine est important, sont quand même des figures de haine. Je pense à Robespierre, il y a la formule géniale
Mirabeau, on dirait un chat qui a bu du vinaigre, je trouve qu'il va bien. Puis il y a aussi les blagues de Vigny et de beaucoup d'autres. Ce type, on se dit, qui n'a jamais été un enfant porté par la bonne et dont on aurait pu dire « Ah, le bel enfant, le beau petit garçon ». C'est vrai que cette espèce de type haineux, tout maniéré, on dirait Louis XV, un peu, vous voyez ce que je veux dire, tout poudré, tout petit, taille de Sarkozy à peu près, très haineux, vous voyez, qui fait des discours de cuistre où il cite, il fait des citations latines, enfin, un ennui mortel, tout le monde le sait, mais bon, manipulateur, il joue très bien. Danton, lui, n'est pas journaliste, il est avocat, et lui, c'est pas lui, c'est le torrent. D'ailleurs, on n'a pas ses discours, mais pareil, c'était un orateur absolument inouï, qui pouvait retourner les salles, une espèce de personnage comme ça, on connaît sa tête très bovine, mais orateur absolument inouï. Et puis moi, mon préféré, Mirabeau. Mirabeau, j'ai appris la Révolution française, je me suis passionné aussi après Jules Michelet avec François Furet, qui était mon prof. Et c'est vrai que François Furet met Mirabeau plus haut que tout. Alors je sais qu'il a un petit peu touché. Enfin, Danton aussi, il a demandé de temps en temps un peu de fric à Marie-Antoinette, qui n'avait pas seulement la cuisse légère, mais visiblement le porte-monnaie aussi. Et donc, Mirabeau lui a beaucoup été reproché d'avoir touché, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il avait une vision et qu'il avait plusieurs coups d'avance, que c'était un... Bon, enfin, c'est lui qui a dit d'ailleurs, parce que c'était un grand ami de la liberté de la presse. Et je pense que c'était le seul vraiment sincère pendant la période de la Révolution. Enfin, il est vite mort, hélas. Enlever à l'Angleterre cette précieuse liberté dont elle jouit, et bientôt cette nation florissante ne sera plus qu'un objet de pitié. Et c'est vrai que tu n'as pas parlé de l'Angleterre, parce que c'est la patrie de la liberté de la presse. Quand on fait la Révolution, nous, il y a deux patries de la Révolution de la presse. Il y a d'abord les provinces unies, c'est comme ça qu'on appelait les Pays-Bas. Ça ressemblait un petit peu aux Pays-Bas, disons. Et puis de l'autre côté, l'Angleterre qui avait institué la liberté et supprimé la censure en 1695. Alors je sais que de temps en temps il y a des petits problèmes, il y a un célèbre député de la Chambre des communes comme ça qui a été un peu embêté, qui a fait de la prison, et puis dont les journaux étaient brûlés, mais enfin finalement il s'en est sorti. Et c'est une idée anglaise. Alors on peut dire aussi que c'est une idée française, puisque les Lumières, qui ont tout inventé à travers Voltaire, Rousseau, puis surtout Diderot, qui se battait beaucoup pour la liberté de la presse. Quand on regarde dans l'encyclopédie, c'est écrit ça par le chevalier de Joncourt, il est écrit dans l'encyclopédie donc des Lumières, tout pays où il n'est pas permis de penser et d'écrire ses pensées doit nécessairement tomber dans la stupidité, les superstitions et la barbarie. Et bon, tout ça a été écrit au moment des Lumières, mais à partir des années 1781, il y a il y a beaucoup de journaux qui sont créés. Les chiffres sont juste hallucinants. J'ai regardé, j'ai vérifié l'autre soir, 300 pamphlets à l'été 1788, c'est-à-dire un an avant la Révolution, il y a 300 pamphlets qui sont publiés, une espèce de petites feuilles qui peuvent devenir des journaux ou pas. Et puis il y a des débuts de journaux, parce que de l'autre côté, en 1788, il y a la Sentinelle du Peuple, par un dénommé Volney, qui est un journal absolument incroyable. C'est des Bretons, il y a un Breton, c'est deux Bretons d'ailleurs, après il y aura un autre, le héros de la nation. Et Volney, bon, c'est Voltaire, bien entendu, est fermé, c'est une abréviation, parce que le monsieur s'appelait Chasseboeuf. Et tous ces journaux qui sont extrêmement violents annoncent la révolution. Mais tu vois, je parlais de haine. Là, je parle de violence, c'est tout à fait différent. Moi, ce qui me frappe, c'est l'arrivée de la haine. La haine, elle arrive avec Brissot, hein. Elle arrive avec Hébert. Elle arrive avec Marat, parce que Marat, on ne peut pas en parler comme d'un personnage, c'est un fou complet, quoi. C'est un fou philosophe, c'est un fou médecin, enfin médecin plus ou moins, on ne sait pas trop, il est rongé par la maladie, on veut la terre entière, enfin je sais pas, il y a quelque chose de Goebbels dans ce personnage, enfin c'est pas juste, tu vois, c'est pas un personnage, et quand on voit ces textes, on peut citer, parce que moi on pourra faire ça tout à l'heure si vous voulez, c'est quand même juste dingue, ils sont des textes de psychopathes complets, il veut tuer tout le monde, c'est la haine, il appelle au meurtre, tu disais, on fait attention à... Mais non, l'appel au meurtre, c'est... Le père Duchesne, c'est des appels au meurtre, bon, d'une manière un peu drôle, le père Duchesne.
Débert, donc personnage dont tu n'as pas parlé, qui joue un rôle considérable, c'est un des journaux qui marche le mieux pendant la Révolution. Et des dizaines de milliers d'exemplaires, qui le rendent très riche d'ailleurs, parce qu'il est très riche. Et puis en plus, il est subventionné par le ministère de la Guerre. Enfin, c'est Camille Desmoulins qui va lui faire ça à un mauvais coup, parce qu'il va faire un peu du journaliste d'investigation. Hein, il dit, bon, moi, tu veux me tuer, ben, moi, tu vas voir ce que je vais te faire. Et puis il le menace, et puis il le fait, et il publie des chiffres, des faits qui montrent qu'il a touché beaucoup d'argent du ministère de la Guerre, ce n'est pas légal, et puis que, voilà, il est lui-même extrêmement riche, avec son journal d'appel au meurtre. On peut en lire, moi j'ai des pages de ça, c'est juste dingue. Je répète, il y a un côté, je ne veux pas comparer ça au nazisme, mais enfin, c'est quand même, je reconnais la même voix, c'est le même timbre de voix, on croit entendre, ce qui n'est pas la révolution, bien entendu, je suis pas en train de... Quand je dis ça, évidemment, il y a des figures extraordinaires, je parlais tout à l'heure de Mirabeau. Pour moi, c'est un personnage qui avait une vision, qui avait, comment dire, un génie d'expression. C'est un personnage, vous voyez, comme toutes ces phrases qu'on dit tout le temps, ouais, par exemple, il faut se méfier plus du bourreau que du bourreau lui-même, et puis la Roche-Tarpeyenne est toujours proche du Capitole, enfin toutes ces phrases comme ça, il y en a un nombre de phrases. Bon, c'était quelqu'un qui écrivait aussi, alors là, on parlait de journaliste parce qu'il était avocat, mais journaliste, il écrivait des pages et des pages et des pages, il pouvait faire presque un journal à lui tout seul. D'ailleurs, il a lancé très vite un journal qui s'appelait États généraux, et puis un autre qui s'appelait Le Conservateur, tout de suite interdit évidemment par la monarchie, dont il a été longtemps considéré comme le pire ennemi. Il contourne, puis il fait finalement une lettre du comte de Mirabeau à ses commettants en tant que représentant des États généraux. Et donc, pendant cette période, la presse donc, se développe très vite. Il y a quelqu'un de bien dans la Révolution aussi. Je parlais de Mirabeau, il y a Seyès aussi. Bon, pas très courageux. On raconte, vous savez, il faisait semblant de lire Le Père Duchesne et de rire, parce que voilà, comme ça peut-être ça l'éloignait un peu de la guillotine. Il faisait semblant de rire et d'apprécier, parce que quand Le Père Duchesne arrivait, était en vente, tout le monde se précipitait. Il a essayé un peu, mais bon, il a essayé un peu de contenir, mais c'est vrai que les 2-3 premières années de la Révolution, ça y allait extrêmement fort. Et il faut bien voir ces journaux. Tu me disais, attends, juste un moment, parce que qui m'a frappé, tu disais, il n'y a pas eu de presse de droite. En face, c'est pas vrai. Quand tu regardes, il y avait l'Ami du Roi de l'abbé Royot, qui est un journal pas mal, que j'ai feuilleté, qui était pas mal du tout. Et puis surtout, tu parlais de Chateaubriand, mais il y a un polémiste inouï pendant la Révolution, inouï. C'est un gros feignant. C'est Rivarol. Rivarol, c'est une succession de phrases, de drôleries, de méchanceté. D'ailleurs, l'épitaphe qu'il a fait mettre sur sa tombe, c'est la paresse l'a ravi avant sa mort. Vous voyez, c'était ça, Rivarol. Et puis, il y a cette célèbre blague, c'est quelqu'un qui lui dit je vous écrirai demain sans faute. Et l'autre lui répond écrivez-moi comme d'habitude. Ça, c'est Rivarol en permanence, c'est l'esprit de la méchanceté, et tout le monde en prend pour son bras. Mais donc cette presse extrêmement violente. Si vous voulez, tout à l'heure, moi je vous dirais des extraits, j'en ai ça, des trucs du Père Duchesne, mais c'est incroyable, c'est des pages et des pages et des pages d'appel au meurtre avec des gros mots, et on traite Louis XVI de cocu, de ponceau qu'il va falloir égorger, et puis tout ça avec des insultes, et puis des mots, tonnerre de Dieu, bougre, et puis foutre, pratiquement toutes les phrases, foutre, il met du foutre partout, le Père Hébert, auteur du Père Duchesne. Évidemment, il faut que la boucle se boucle, et cette Révolution française qui a fait naître cette presse, je pense qu'il faut le dire vraiment, brusquement il y a la loi Lamarck en 1793, la loi Lamarck qui va mettre fin totalement à la liberté de la presse. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a Camille Desmoulins qui s'est un peu réveillé. Bon, c'est un personnage pas passionnant, bourré de complexes, bègue, vous voyez. Donc voilà, il est un peu... Et puis surtout, il fait le travail pour Danton, il a beaucoup d'admiration pour Danton, et donc, à un moment donné, Danton qui a joué un peu la carte Robespierre sans que... c'est en train de sentir un peu le roussi pour lui, et donc je pense qu'il encourage Desmoulins à relancer un nouveau journal, qui s'appelle Le Vieux Cordelier, mais qui arrive tard, avant la Révolution de France et de Brabant, qui était le premier journal de Desmoulins.
Et Desmoulins, il attaque la terreur, il attaque Robespierre, il attaque Hébert et tous les hébertistes. Et Robespierre demande qu'on brûle son journal. Mais brûler n'est pas répondre, répond Desmoulins. Et là, heureusement, je veux dire, il y a la loi Lamarque, et puis à un moment donné, la terreur. Parce que bon, avant de liquider Danton et Desmoulins, il faut quand même qu'il dégage le père Robespierre. Et donc, en passant comme ça, on va liquider le père Hébert. Donc, qu'est-ce que c'est la Révolution? C'est vrai que c'est un moment, tu as raison, d'émergence incroyable de la presse, avec des bons journaux, quelques bons journaux, d'ailleurs dans les deux camps. Et puis, c'est aussi un déchaînement de haine, des torrents de haine, d'appels au meurtre nommément. Vous savez, il y a un responsable politique qui est pas loin d'ici, l'élection présidentielle de 2012, comme ça, avait commencé à citer des noms. Et d'ailleurs, pourquoi pas les adresses pendant qu'on y était, mais ça viendrait sans doute, ça viendra peut-être un jour. Et ça, c'est typiquement révolutionnaire, et c'est typiquement cette presse qui est une presse de haine, de terreur, et je le répète, d'appel au meurtre. Donc, cette presse, elle a été muselée. Elle a été muselée, et je veux dire, c'est la Révolution française qui a donné les premières armes pour museler la presse. Autorisation préalable de parution, taxe sur le papier, cautionnement pour prévoir par avance ses pénalités, etc. Tout ce petit arsenal, il a été inventé par la Révolution, et je suis désolé de le dire, il a fallu attendre, parce que bon, après, il y a eu la période Napoléon. Napoléon peut raconter tout ce qu'on veut, pour fait que ça a quand même sauvé la Révolution, hein, d'une certaine manière, grâce aux thermidoriens qui ont dit, siffler à la fin de la récréation, c'est yes, qu'on va serrer, c'est des gens à dire à peu près normaux. On dit là, faut arrêter, là, faut arrêter. Bon. Et puis, il y a ce grand trou noir pour la liberté de la presse, qui est la période napoléonienne, il faut dire qu'avec la Restauration, ça repart. Ça repart, c'est reparti. Bon, et puis ça a été remuselé après, et puis Napoléon III a remuselé encore un peu. Et au fond, il a fallu attendre la Troisième République pour avoir en France une presse libre comme elle l'était à l'époque depuis longtemps en Angleterre ou aux Pays-Bas. Voilà, donc tout ça est une très longue histoire. Je pense que les pages de la Révolution française ne sont pas si roses. Voilà. Elles sont même un petit peu trop rouges, hélas. Hélas, parce que les personnages, je dis ça en terre de Provence, on est tout près de chez lui, mais hélas, Mirabeau est mort trop tôt. Bon, il avait touché, je le répète, enfin Danton aussi, et puis Robespierre, on découvrira peut-être un jour qu'il avait touché aussi. C'était une époque, voilà, ces gens étaient jeunes, le monde était à eux, ils ne se gênaient pas, ils confondaient les caisses, etc. Mais enfin, Mirabeau, il y avait une vision, il voyait où il fallait aller, et hélas, moi je pense qu'un des grands drames de la Révolution, et j'en terminerai là, un des grands drames de la Révolution, c'est que notre Mirabeau national, enfin provençal national, soit parti trop tôt. Merci. Alors vous avez tous les deux évoqué l'angoisse de la rue, la haine, vous-même le journaliste acteur-spectateur. Et donc il y avait à l'époque de la Révolution, on peut dire, je pense, à la fois on voulait avoir la rue de son côté, mais aussi une crainte qu'elle ne se retourne contre soi. Et diriez-vous en ce sens-là que le journalisme a constitué le fer de lance d'une bataille de l'opinion publique, peut-être la première réelle, et de quelle manière? Je peux reformuler. C'est une bonne question, très bonne question, mais vas-y réponds. Est-ce que vous avez pensé de bataille de l'opinion publique? Je ne crois pas que la Révolution française corresponde exclusivement à la manière dont on voyait le public et l'opinion publique à l'époque des Lumières. Et là, les batailles d'opinion publique, on en a eu sous les Lumières. On parle de Voltaire, Kant, qui écrit en 1794 un texte qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?», publié dans la presse allemande, dit les Lumières, c'est sortir l'état de tutelle, et comment on fait ça? Eh bien, on débat en public, et la liberté de la presse va nous permettre justement de ne pas faire la révolution. Calmez-vous, Frédéric de Prusse. Vous allez donner la liberté de la presse, je pense que vous êtes un homme des Lumières, vous devriez le faire, parce que le peuple va s'engueuler, va avoir des batailles d'opinion publique, mais ça ne va pas le mettre dans la rue, ça ne va pas vous destituer, ça ne va pas le rendre désobéissant. Une phrase dans ce texte de Kant qui est « raisonnez autant que vous voulez, mais obéissez ». Il semble persuadé, ou peut-être qu'il le joue un peu pour assurer
Frédéric de Prusse, il nous dit voilà, t'inquiète pas, tu donnes la liberté de la presse, c'est génial. Ça va inciter les gens à faire des réformes, à s'engueuler sur des réformes, ça ne va pas leur faire la révolution. Les batailles d'opinion publique, ça a compté. Ce qu'a montré la Révolution française, dans un pays où, et ça je suis entièrement d'accord, France, c'est pas en France qu'avant la monarchie, à un moment donné, des gages de liberté d'expression. C'est pas ça. C'est que, peut-être parce qu'on n'avait pas cette expérience de la continuité, doucement, la liberté d'expression, disons, relativement docile, ça a explosé. Donc on sort des batailles d'opinion publique qui peuvent avoir lieu à certains moments de lumière, et c'est la révolution. C'est la révolution qui va donner la liberté de la presse dans les faits, comme ça. Sauvagement. Il y a un côté sauvage, qui est vrai, avec tout ce qui va avec. Vous savez, le côté haineux, regardez, dès qu'il y a un nouveau support, il y a de la haine. Regardez Internet, il y a une espèce de truc de liberté exceptionnelle. Je veux dire exceptionnelle. N'importe qui peut écrire, regardez ce qui va avec. Voilà, Et c'était déjà comme ça, à la fin du 19e, la grande presse populaire, etc. On a eu du caniveau, du caniveau. Ça fait partie du truc de la liberté. Bref, voilà, la presse est impure, c'est un truc impur. Tous les grands auteurs sur la presse l'ont compris. Baudelaire l'a compris, il adorait ça d'ailleurs. Il détestait, il adorait. Benjamin a tout écrit là-dessus aussi, Edmond Baudelaire, etc. Donc, je dirais que la rupture, c'est pas le début des batailles d'opinion publique. C'est le début d'une autre écriture, et une écriture impure, embêtante, qui est notamment, je trouve, plus narrative, parce qu'il y a une dimension, on va raconter la rue. Alors il y a eu le meilleur et le pire, il y a eu regardez ce salopard, il faut aller le plastiquer, mais il y a aussi eu on n'avait jamais écrit comme ça. Voilà, on n'avait jamais écrit comme ça. Et je pense que la grande histoire du journalisme moderne, c'est tout de même le passage, pour le dire clairement, pour parler comme Gérard Genette, allez, soyons chic, le passage du discours au récit. Et c'est une presse, très tôt dans l'histoire de la presse, qui se met à raconter beaucoup de choses. Il y a des scènes de rue qui sont racontées. Comme fera le reportage grand public, populaire, de masse, de la fin du XIXe siècle. Et nous, en France, peut-être parce que nous sommes traumatisés, disons-le clairement, et c'est pas seulement dans le journalisme, hein, par notre étage à la Révolution française, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on vous parle de Pépin le Bref, il y a notamment un politique qui est obsédé par Pépin le Bref, Charlemagne, mais il nous parle de la monarchie, ça, mais qui, à part Mélenchon, qui s'amuse à fond, bien évidemment, là-dessus, qui utilise le fait que personne ne veut dire, qui revendique le quart de la moitié du début du héritage de la Révolution française. Enfin, on est quand même né de là, je veux dire, c'est impur, c'est épouvantable, on a eu deux... Mais voilà, on tourne très mal avec ça. Donc on nous invoque beaucoup plus la monarchie que ça. Et dans le journalisme, je crois qu'il y a un traumatisme. On préfère parler Voltaire, bataille d'opinion publique. Voltaire n'a jamais produit une barricade, et il n'est pas né des barricades, c'est comme ça. On est dans un truc plus à l'anglaise, à l'allemande, etc. Et on n'aime pas se rappeler que, ben oui, à un moment, on a eu cette presse-là. Qui parle de Jules Vallès aujourd'hui? On n'en parle pas, parce que, et en même temps, c'est quelqu'un de très bien. Quoi? C'est un grand journaliste. Et surtout, il faut savoir qu'il y a 70 journaux qui se créent dans les 70 jours de la Commune. Lui, il savait ce que c'était la presse révolutionnaire. Et au bout de quelques temps, les révolutionnaires de la Commune en 1870 disent faut arrêter la presse de droite, faut l'arrêter. Rebelote, la terreur, faut arrêter la presse, la marque, quoi. Et notamment, faut arrêter le Figaro. Et Vallès, il a passé 20 ans au Figaro. Et c'est un grand journal, le Figaro, 19e. Et il dit, non. Et pourtant, il y a une commune à mort, hein. Il dit non, on n'arrête pas la commune, parce que si vous arrêtez, à un moment, la rue va devenir le boulevard. C'est la grande thèse de Vallès. Si nous, on institue que nous, on est la rue et les autres, c'est les salons, on les arrête, et bien nous, on va devenir les boulevards, il y aura une rue derrière. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres gens qui revendiquent politiquement la rue, parce que les gens qui sont censés la représenter ont l'air d'être dans leur salon d'élite. C'est le même problème. Et Vallès dit non, la presse, tu ne fais pas ça. Il n'a pas été écouté. La commune, ce n'est que la commune, ça ne va pas durer très longtemps. Mais ces problèmes, voilà, l'idée qu'il y a quelque chose d'incontrôlable, on n'est pas juste dans la bataille d'opinion publique, que ça se passe dans la rue avec spectateurs, acteurs mélangés, en produisant le meilleur et le pire, en produisant une presse de caniveau, de haine, mais aussi le meilleur en termes d'écriture. Cette impureté-là, on a la trouille en France. Je comprends très bien pourquoi.
Mais du coup, quand je cherchais du reportage qui bouge et qui dérange, avec des écrivains mêlés à des anarchistes, autre chose, quoi, c'est pas en France, c'est plus en France. Ça se passera aux États-Unis entre sociologues, Stephen Crane, Park, des gens comme ça à la fin du 19e qui savent très bien ce que c'est que les prostituées, la misère, Jacob Riot, Lincoln Stephens, la corruption. Ces gens qui sont dans la fange de la rue. Voilà. On est autre chose que la simple bataille d'opinion publique, à mon avis. Alors moi, j'aurais une réponse radicalement différente là, pour la première fois. Là. Je m'inscris en faux complet. Je ne crois pas du tout à la sincérité de la rue. Je pense que quand on regarde bien, il y a beaucoup de travaux là-dessus qui le montrent, la rue était manipulée. Ce qui s'est passé le 17 août 92, c'est-à-dire l'invasion des Tuileries, était un truc préparé de longue date. D'ailleurs, notamment par Danton, qui pensait à ce moment-là pouvoir prendre le pouvoir. Entre nous, d'ailleurs, soyez, avec l'argent de Marie-Antoinette, hein, parce qu'on touchait pas mal d'argent pour... justement. Bon, en fait, cet argent avait servi à monter l'insurrection. Avec, et là, je réponds à votre question sur le rôle de la presse, avec un rôle considérable de la presse. Moi, ce qui me frappe, vous voyez, sur la Révolution française, on a retenu, c'est ce qu'on apprend à l'école, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on ne parle que de Robespierre et de Danton. Il y a des personnages absolument considérables qui ont laissé une œuvre bien plus importante, qui sont Mirabeau, et je dirais les Girondins de l'autre, à travers leur chef de file, Vergniaud. Mais il y avait aussi Madame Roland, d'autres gens qui étaient là. Mais les Girondins, comme Mirabeau, mais Mirabeau, bon, il a vite été écarté parce qu'il est mort, crise cardiaque. Il bouffait trop, à mon avis, il faisait aussi, enfin c'était Strauss-Kahn de l'époque. Et les Girondins, ce sont, comme vous regardez bien, sont des gens très très bien. Démocrates, respectueux de tout. Évidemment, ils se sont fait avoir, parce que la révolution, c'est toujours les gens les plus sympas, les plus respectueux des règles, qui se font liquider les premiers. Et ils avaient un très bon journal, qui était le journal de Brissot, effectivement, puisque c'est le journal des Girondins. Mais si vous regardez le journal de Brissot, c'est un journal tout compte fait assez modéré, quoi. Ça n'a rien à voir avec les journaux qui faisaient des ventes absolument considérables, les deux torchons dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire l'Ami du peuple de Marat et le Père du Chêne d'Hébert. Et ces journaux-là, ce sont eux qui ont préparé, mais tous les historiens le montrent, les journées du 10 août 1792, avec des discours de haine, et ça préparait évidemment les septembriens, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les massacres de septembre qui ont suivi l'invasion des Tuileries le 10 août 92. Et là, à ce moment-là, la Révolution va... Tout part en sucette, bien entendu, mais tout ça avait été préparé de longue date et préparé par la presse, c'est-à-dire ce sont ceux qui avaient les journaux les plus agressifs, et puis ceux qui marchaient le mieux d'ailleurs, ce sont ceux-là qui ont réussi à ramasser la mise. Moi je vais vous dire un peu par exemple, ça c'est juste avant le 10 août 92, hein, c'est-à-dire donc le commencement du délitement de la monarchie. Ça va aller très vite après, jusqu'à la guillotine. Regardez, ça c'est du Hébert, hein, donc du Père du Chêne. Je peux rajouter les foutres et tonnerre de Dieu, il y en a tout le temps, hein. Je ne sais pas noter comme ça, mais tonnerre de Dieu, tomber tous au même instant, tous les calotins, perturbateurs, foutre, les aristocrates, foutre, les fous patriotes, foutre, les ministériels, foutre, foutez-moi à l'ombre tous ces gens-là, et sur ces forêts de piques élevées en l'air, promener toutes les têtes de ces scélérats, vous voyez. Bon, après, tonnerre de Dieu, est-il donc si difficile, foutre, de couper la tête d'un cocu, c'est ça pour parler de Louis XVI, qu'il appelait également le gros cochon, comme il appelait Marie-Antoinette la guenon. Et voilà, c'est quand même ça, c'est ce type de discours, et il y en a, enfin, de discours d'écrits, enfin, entre guillemets, et ce sont des pages et des torrents qui débattent. Donc on ne peut pas dire, tu vois, que la foule, elle réfléchit, et puis après, elle va voir ce qu'elle va faire. Pas du tout. La foule, elle est manipulée, elle est en permanence manipulée par des petits groupes. Ils sont hyper minoritaires, je pense, enfin, c'est évident, les Français étaient dans leur grande majorité girondins, eh ben, le girondisme a été écrasé, liquidé, guillotiné d'ailleurs, il faut voir quand ils partent à la guillotine, les Vergniaud et tous ces gens-là, Madame Roland, il faut voir la classe, il faut voir la dignité, enfin, qui leur est égale d'ailleurs que celle de Louis XVI, parce que ça aussi, j'avais oublié, hein, comment il est mort, comment même, j'ai gardé ça pour la petite fois, pour la soirée. C'est l'horrible, l'immonde, l'ignoble Goebbels de la Révolution, Hébert, qui écrit à propos de Louis XVI, il y avait dans ses regards et dans ses manières quelque chose de surnaturel à l'homme.
Et puis il reconnaît d'ailleurs qu'il a pleuré. Alors il dit que c'est des larmes de rage à cause de la classe 2016, enfin quand il l'a vu sur l'échafaud, mais en fait, on voit bien quelques lignes plus tard, non, c'était des larmes d'émotion devant la dignité de cet homme. Donc c'est pas mal en fait, qu'il écrive ça. Oui, mais enfin tout ça a été au milieu d'appels au meurtre en permanence, d'insultes, voilà, tous les dirigeants de l'époque étaient traités de noms de cochons. D'ailleurs, excusez-moi, cette phrase, c'est une petite erreur que je viens de faire. La phrase d'Hébert, c'est après la condamnation de 2016, c'est pas sur l'échafaud, c'est après la condamnation. Cela, au moment de la condamnation, il a aussi une belle phrase, mais il y a les moments de Tormont tout de suite qui interrompent pour l'empêcher de parler. Merci pour ces citations savoureuses. Ah non, vous en avez d'autres si vous voulez. Hein. Non, Vous avez du Marat, c'est dégueulasse, mais c'est infâme, on n'ose pas dire ça, c'est répugnant, il veut tuer tout le monde aussi. Vous savez que Marat quand même, parce que parler de l'aile, Marat il disait au départ qu'il fallait en tuer 60 000, 30 000 au fur et à mesure, jusqu'à ce que Charlotte Corday nous règle le problème. À la fin il est arrivé à 200 000, il faut tuer 200 000 Français de toute urgence, il devait avoir les listes. Fameux chiffre, non mais c'est les 200 000 de CIS en fait. C'est lui qui a donné ce chiffre de 200 000 dans les deux pamphlets. Oui, enfin, il ne disait pas CIS. Pour le tiers, c'est ça. Il ne disait pas il faut les assassiner. C'était le chiffre, c'était 200 000, c'est le chiffre. Ouais. Enfin, on ne dit pas, il faut en tuer 60 000, après c'était 100 000. Oui, il faut aussi pas oublier que. D'abord, je ne fais pas passer pour une défenseuse de la terreur, je parle d'impureté, de dégueulasserie et tout ça, je suis entièrement d'accord. Je sais que tu ne défends pas la terreur, mais, ah non, à travers toi, disons, à travers toi, moi je proteste contre ceux en France encore, notamment dans les écoles, dans les lycées, défendent la terreur en expliquant que c'était un moment nécessaire. Ça n'était pas un moment nécessaire, et je pense que la révolution aurait vraiment pu changer le cours des choses et ne pas traumatiser peut-être durablement la France si elle s'était bien passée, si elle avait été entre de bonnes mains, c'est-à-dire Mirabeau, Vergniaud, enfin deux ou trois. Le CIS aussi dans le genre. Le CIS aussi dans le genre, enfin, effectivement quelqu'un de pas très courageux, mais quand même qui avait du bon sens, voilà, c'est tout. Non, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il y a un rapport au langage, quoi. C'est vrai que, etc. Il y a nous devons, il y a comme un tout petit effet de rapport au temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre langage a tellement changé. C'est comme le débat sur les paroles à la Révolution française. Cette espèce d'engueulade permanente sur le sang impur. D'accord? Il faut arrêter avec le sang impur, c'est Goebbels, c'est tout ça. Il faut quand même à un moment être un peu historien, c'est-à-dire qu'on parlait comme ça, il y a une violence verbale, il faut le comprendre, c'est-à-dire que, alors, éviter de le maquiller, parce qu'il y a aussi une thèse qui dit, mais non, mais le sang impur, c'est celui des révolutionnaires, n'est-ce pas, parce que le tiers-état, c'était impur, alors faisons cool, le sang impur dans les rigoles, etc., c'est le sang révolutionnaire. C'est pas vrai du tout, quand on voit la date de la Marseillaise, c'est évidemment les années plus tardives, où c'est Marat, absolument raison, qui disait faisons que le sang impur de l'aristocratie, et surtout des Allemands, des Prussiens, des armées, c'est un champ de guerre. Donc bien sûr, ça peut... Tu dis pas surtout également de Desmoulins, de tous les gens à côté desquels il était assis. Non mais je ne pas oublier de faire l'élection étrangère. Je veux dire, n'oublions pas aussi que le rapport à l'étranger est un rapport... les étrangers, c'est des impurs, quoi. C'est la Prusse et tout ça. Ça fait partie du problème aussi, si tu veux, du sang impur. Oui, c'est une façon aussi de trouver un ennemi, parce que c'est la révolution, elle sait faire. C'est comme les virus, les ils ont quelque chose de très médiatique aussi, ils savent manipuler bien les masses, c'est-à-dire qu'ils ont un ennemi. Bon, l'ennemi ne se lève pas, l'ennemi ne bouge pas, mais il est là, Mais voilà, parfois, je trouve ce débat sur les paroles, c'est un bon exemple, pour avoir parlé de ce langage, est un peu naïf. Oui, on parlait comme ça. Tu sais, les médecins, les je suis désolé, moi il y a eu... Non, je ne suis pas d'accord avec toi. On n'est pas d'accord, c'est génial, ils sont contents, on n'est pas d'accord. Il y a un excellent livre qui a été publié par les éditions Mola. Ce sont un recueil de discours de Vergniaud, bien entendu, tout le monde a oublié Vergniaud, avocat bordelais, le patron, le chef de file de la Gironde, très jeune, pas très beau, mais très bon orateur divin, tout le monde dit c'est un truc, mais qui rentrait, il reste rien, bien entendu. Quelques discours, c'est quand même un peu l'histoire de Danton aussi, qui était un orateur divin également. Eh bien, tu vois pas la même violence. Mais non, c'est beaucoup plus intelligent. C'est beaucoup plus intelligent. C'est la révolution de la Marseillaise. Ah non, ça, je suis pas en train de dire ça. T'es d'accord, on va pas dénaturer un champ. C'est dans l'héritage national, ça. T'es d'accord, on ne peut pas commencer à se dire, ça c'est notre politiquement correct. C'est ridicule à ce moment-là, c'est ridicule, mais je suis d'accord. T'es d'accord, c'est pour ça qu'on est en fait d'accord. On joue en surjoue des accords en fait. Mais on n'est pas en
sorti pas le d'accord. jour quand même de l'ascension, il fait un truc sur la révolution, il faut un peu d'engueulade. Bon, donc voilà, il parlait comme ça. En tout cas, c'est bien, la Révolution française déchaîne encore les passions. Donc j'avais justement une question. Madame Mühlmann, vous avez souligné le lien entre journalisme et démocratie. D'ailleurs, vous avez un ouvrage qui contient les deux termes, journalisme et démocratie. Donc à cet effet, est-ce que le journalisme, enfin comment plutôt le journalisme s'est-il érigé en principe générateur d'une forme de société démocratique? D'abord, ce sont les idéaux journalistiques qui, je crois, quand ils sont pensés correctement, renvoient aux idéaux de la démocratie, notamment ce rapport au conflit. Je trouve que c'est très important. Il n'y a pas de démocratie sans une stimulation permanente du conflit. Donc les unités se créent, mais pour se défaire, pour se créer cette fluidité, cette mobilité. Je ne sais pas si vous connaissez le sociologue Georg Simmel, passionnant. Robert Park, un sociologue américain, homme de presse, très marqué par Simmel. Et il y a vraiment cette idée que les vraies unités dans des sociétés où il y a de l'individu, c'est ça une société démocratique, il y a de l'individu, sont des unités qui se créent dans le conflit, par le conflit. Ce sont les idéaux. Évidemment, il y a des gens qui m'ont vu, qui ont dit « Ah bah elle la sert belle, hein, l'histoire aux journalistes. Les journalistes ont les pupilles de la démocratie, au sens où les pupilles de la nation et en même temps pupilles des prunelles, etc. Ah bah alors elle leur sert la soupe, alors qu'on sait bien quelle horreur dans l'anti-journalisme. Le journalisme ambiant. Je parle des idéaux, et je pense que c'est important de formuler les idéaux, parce que sinon on critique la presse, et je la critique toutes les 5 minutes, donc voilà. Mais je sais pourquoi, je sais au nom de quelles idéaux. Souvent la critique de la presse, qui existe, parfois chez des gens très sérieux, on dit mais c'est quoi l'idéal derrière? C'est plus de presse, plus de journaux, terminé. Excusez-moi, mais il y a à mon avis un souci. Ou bien c'est quoi un bon C'est aussi journaliste? que la presse ne supporte pas la critique. Ben oui, parce qu'elle La critique, tu mets évidemment, un c'est critique, insupportable. tout le monde se tombe dessus, elle a tous Voilà. les droits, mais elle en donne aucun aux autres, notamment à ceux qu'elle a. Elle déteste, c'est aussi parce qu'elle est sur la défensive, et il faut que les journalistes s'autocritiquent, etc. Mais du coup, moi, ce que j'ai toujours voulu faire, ce que j'ai fait dans ma thèse, dans mes livres, c'est dire au nom de quoi, pour qu'on puisse discuter sereinement, et ça, pour moi, l'instrument qui permet au conflit de se déployer correctement, il n'y en a pas 40. Il y a notamment un respect des faits et une précision factuelle. Et ça, c'est mon côté Robert Park, les faits, rien que les faits. Comme disait Arendt, il n'y a pas de commentaire sans fait. On peut s'engueuler toute la journée. Si on n'est pas d'accord sur les faits, on ne peut même plus s'engueuler. On est dans l'émotion, on n'est plus dans du vrai conflit. On est dans de la passion, où chacun est dans sa petite foule personnelle qui engueule l'autre foule, et au fond on est dans une émotionnalisation permanente du débat qui n'est pas du vrai conflit, qui est du clash, pas du vrai conflit. Clash sur les plateaux de télé où on ne connaît pas les faits, ça m'a beaucoup énervé le dernier. Parce que je n'ai toujours pas compris les faits, on parle de clash, le Fourest-Caron là, on dit quelque chose ou pas? Je veux dire, Fourest a dit qu'elle est dans un procès qu'elle a gagné alors qu'ils sont encore en appel, il n'y a pas un journaliste qui nous expliquer pourquoi il fait ce procès, enfin on comprend rien quoi, si on traite les gens, on vous traite pour des imbéciles, quand on ne précise pas les faits. C'est compliqué, tout le monde. Compliqué, 40 jours, tout le monde, voilà, on comprend rien. Donc moi j'aime bien sur les plateaux aussi qu'on comprenne de quoi on parle. Et après on s'engueule, bien sûr. Et pour moi, les faits, l'obsession des faits, Pulitzer, dans son... Et il fait aussi... Sur les faits, je viens que tu cites que des Américains, des Anglo-Saxons. Je le dis depuis le début, c'est ma thèse, la thèse de mes livres, c'est qu'ils nous ont appris quelque chose. Accuracy, accuracy, accuracy. C'était le slogan de Joseph Pulitzer dans tous les bureaux du New York World. Attends, tu cites, t'as raison, c'est un journaliste extraordinaire, mais il y en a un autre qui est français, celui-là, je vais faire mon démago, Ouais. mais que je cite tout le temps parce que c'est extraordinaire, c'était Pierre Lazareff. Quand un stagiaire faisait une erreur de prénom ou une erreur sur un nom, il était viré instantanément. Il n'y avait pas de deuxième chance. C'était juste incroyable. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est impossible en France aujourd'hui. C'est impossible. Les lois sociales, je te raconterai. Essaye de virer un journaliste. Essaye de virer quelque chose soit fait. Non mais essaye d'exiger cette obsession factuelle. Il n'y a pas de possibilité de se séparer de la personne dans les 3 mois ou dans les 6 mois qui viennent. Donc évidemment, les gens restent et c'est la déresponsabilisation générale. Mais oui, c'est un système français, ça. Et en même temps, on préfère quelqu'un qui parle bien que quelqu'un qui enquête bien, non? Non, on aime bien les gens qui enquêtent bien dans les journaux, dans les radios, dans les télés, tu as besoin de ça. Enquêter. Bien sûr, les enquêteurs... C'est le fond du métier quand même, enquêter. Bien sûr. On arrive déjà à la fin. Bon, il reste encore il nous reste 20 minutes et demie.
du temps de la chaire. Alors on voit l'opposition entre journalistes anglo-saxons centrés sur les faits et journalistes plus d'opinion à la française. Ma question. Vous parliez dans votre introduction de l'expression de Desmoulins qui parlait de torrent pour qualifier la presse nouvelle. Et là, justement, vous évoquiez le clash entre Caron et Forest, et on pourrait en prendre plein d'autres. Desmoulins disait que les historiens étaient morts car ils écrivaient trop lentement, en somme. Est-ce qu'aujourd'hui, une question précise, mais... Ils sont morts parce qu'ils écrivent trop lentement. Et un jour d'ailleurs, il a rencontré un type dans la rue et il lui a dit vous pouvez me dire où est l'école des becs? Et le type lui a dit vous n'avez pas besoin, vous êtes entendu? Bon, bah, très bien. Juste un truc, je suis désolé, j'ai un problème ménager. Est-ce que je pourrais appeler ma femme parce qu'elle arrive après moi et j'aurais qu'elle prenne un papier que j'ai oublié de prendre ce matin? C'est possible ou pas? Je viens tout de suite. Merci. C'est bon, je prends le relais. Notre petit rôle est qu'on est bien organisé, François. Bon, je termine. Bon, voilà, donc le torrent là. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'accélération continue du temps médiatique, vous parliez aussi du langage qui change et du rythme, et juste à l'instant, justement, j'y pense parce que vous disiez qu'on ne savait pas trop, ça part, c'est confus. Est-ce que les journaux, la presse écrite, ne risquent-ils pas de pécher par trop de lenteur, ou en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas le danger que le médiatique, le télévisuel, et avec Internet aussi, prennent le pas sur la presse écrite qui d'ailleurs, on peut le dire, est un peu en mauvais état en France aujourd'hui, prennent le pas sur la presse écrite, comme avant, elle a pu prendre le pas sur d'autres discours, d'autres modes de discours plus classiques. Voilà. Peut-être reformuler en une phrase parce qu'il y a eu la coupure, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez répondre à France On va attendre que France revienne. Ah d'accord, vous voulez qu'ils entendent ma réponse, ça c'est gentil. Non, on va... Ok, ça marche. Vous qui le connaissez, vous pensez que ça va prendre beaucoup de temps? Aucune idée. Ah. Merde, enfin pas au degré d'intimité, j'ai oublié. C'est théâtre. Ah oui, non, mais il faut tout ce qu'il faut, attends, c'est important. Il faut répondre, est-ce que ça va pas, comme la presse écrite, ça va pas du tout? Ouais. Est-ce que c'est une catastrophe parce que les autres supports, ils vont avoir un rapport aux faits encore plus large? Oui, en gros, avec la télé, Internet, le pouvoir plus vite, le langage change, etc. Mais c'est France qui va avoir la première. Pourquoi? Non. Ah bah, je pourrais sortir pendant que tu... Oui, si je peux non, je peux sortir pendant que je réponds. T'as pas voulu écouter ma réponse, tu vois? Oui, d'accord. Donc je pose ou tu réponds? Bah vas-y, tu poses et je... Bon, il n'y a aucun support de mon point de vue qui est handicapé des faits, structurellement. Ils peuvent tous être capables d'avoir des obsessions légitimes, d'exactitude, etc. Évidemment, quand la grande presse populaire est née, on a eu peur. Quand la radio, par exemple en 68, donc il y avait les radios pour nous expliquer ce qui se passait en mai dans la rue, factuellement, parce que c'était tous largués, les journalistes de presse écrite. Je pense d'ailleurs que la radio a toujours quelque chose un rapport, une proximité intime avec les événements très intéressant. Et sur Internet, il n'y a pas de raison qu'on soit plus flou sur les faits d'ailleurs. Non, je crois qu'il y a un problème réel de rapport au fait dans ce pays qui va pas bien. Moi, je vois avec mes étudiants, ils ne sourcent plus rien. Ah ben, j'ai trouvé ça sur Internet, ah ouais. Et vous avez vérifié? Ah ben, c'est sur un site. Mais donc là, ils ont des soucis. Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de méfiance. Et ça, c'est ça la méfiance. C'est-à-dire double check. Moi, j'ai fait l'école de journalisme aux États-Unis, que vous avez eu la gentillesse de rappeler. Double check, 2 fois au moins. Et si possible, une 3e. Vérifie 2 fois. Voilà. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que je ne crois pas trop au concept qui est en train de monter aujourd'hui en sciences humaines d'accélération. Je crois que beaucoup de choses se sont accélérées avec la modernité. Ne me faites pas dire non plus ce que j'ai pas dit. Mais pour ce qui est de la presse, j'observe qu'après des grands moments d'accélération, bien sûr, nous sommes passés à autre chose, qui n'est pas meilleur pour les gens, qui est le séquençage et la feuilletonisation.
Donc quand vous regardez les chaînes d'infos, c'est pas accéléré, vous n'avez pas un tour du monde accéléré, vous avez le même événement toute la journée. D'accord? Donc vous voyez, on est passé à autre chose dans les représentations. Un temps, le ressassement. Et le ressassement, on pourrait dire, tiens, on prend son temps. Il y a un accident d'avion, on a mis Gérard Fixer en plateau, il va, pendant les 5 heures où il est en plateau, c'est parfait, il fait 5 heures de jour, dans la journée, quand il y a un accident d'avion, on veut avoir des données factuelles sur cet accident. On va savoir, le fameux pilote, comment ça se passe en psychiatrie quand il y a un type, on veut l'empêcher de voler, on pourrait savoir comment ça se passe en France, comment ça se passe en Allemagne, quels sont les... Enfin, apprendre des choses, des faits. Et bien non. C'est-à-dire que vous vous engueulez en plateau pour répéter la même chose, très pauvreté factuelle, très peu de faits, et beaucoup de blabla. Et donc je me dis, c'est pas un problème de temps. Vous voyez, avant on avait un problème, on a le temps là. C'est un problème plus profond, plus grave. C'est pas un problème de support non plus. Je pense qu'il n'y a pas de raison que la télé puisse pas faire ce travail. C'est un problème, en fait, vous savez quoi, c'est plus grave. Ce qui nous arrive est plus grave. Et ça a à voir, à mon avis, avec le manque de confiance dans le monde, autour de nous. Du coup, enfin, comment vous dire? Ça génère en même temps, et c'est le résultat, c'est-à-dire en même temps du complotisme. Vous savez, ce complotisme qui se nourrit à fond, tout le temps, de l'absence d'exactitude factuelle. Les gens ne croient plus ce qu'on leur raconte, ne le croient plus. Et le paradoxe, c'est qu'au lieu de rendre les journalistes encore plus obsédés des faits, ils surfent sur la vague. On pourrait dire ça, on pourrait dire ça, et la rumeur, et on prêche le faux pour avoir le vrai, etc. Donc là, il y a un mouvement très grave, que j'appellerais une pathologie de la croyance, du croire en démocratie, qui est, on peut dire, l'objet des travaux actuels. Qu'est-ce qui se passe avec la confiance, le croire, quoi, qu'il y a un problème. Je pense que ça a aussi à voir avec notre rapport au croire religieux. Tout ça est un peu compliqué, mais je crois que le rapport simple au fait, nous avons un monde commun, on peut en parler de la même façon, il y a des faits clairs pour tout le monde, et les journaux, quel que soit le support, sont là pour nous les donner. Il y a une crise très profonde de ça, très profonde. J'ai laissé un message, j'ai pas réussi à le joindre. Parce que j'ai besoin d'un papier. Ben, je vais rentrer, j'espère qu'elle va me rappeler, qu'elle va me dire qu'elle a trouvé le papier, parce que j'ai besoin de ce papier. Bon. Tu disais que la rapport on fait en crise. Non, mais attends, moi je suis d'accord, évidemment, j'entendais un peu ce que tu disais, évidemment. Alors on va pas essayer de faire une fausse polémique, mais je voudrais quand même relativiser aussi ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, on voit très bien, pour la presse, c'est un changement de modèle économique. L'arrivée du numérique a complètement changé la donne. Le numérique, digital, on voit très bien. Tout est en train de changer très vite. Moi, je suis un petit gars de la presse papier, j'adorais la presse papier, mais enfin, la presse papier, on l'a dit tout à l'heure, est assez récente. Théophraste Renaudot, parce que c'est pas lui qui a inventé le système, et puis après, la presse, la Révolution, puis évidemment, tout ce qui se passait à l'étranger, parce que c'est pas nous qui avons tout inventé. Et cette presse papier, qui a vécu d'ailleurs avec Gutenberg, avec les livres, etc., on voit très bien qu'aujourd'hui, il y a un virus. Un virus qui est quoi? C'est une révolution technologique, simplement. C'est pas forcément la catastrophe ni la fin du monde. Moi, je ne suis pas sûr du tout que ce soit même la fin du monde médiatique. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui une surréaction, notamment dans une presse française qui n'a pas vu le coup venir. Moi, j'étais toujours fasciné de voir que la presse n'avait pas vu le coup venir, et d'ailleurs, même les journalistes, puisque je me souviens, je faisais des vœux, c'est les discours des vœux dans les journaux régulièrement, et les gens me regardaient avec des grands yeux disant ce type est fou, parce que je leur disais voilà ce qui se passe aux États-Unis, voilà ce qui va arriver. On a très bien vu des journaux énormes s'effondrer très vite. Je pense par exemple Time Magazine, qui est un journal extraordinaire, très bien fait. Il s'est effondré assez vite, il a changé de formule à peu près tous les 2 ou 3 ans. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, et à chaque fois qu'il changeait de formule, d'ailleurs, c'est les journaux qui changent de formule aujourd'hui, d'ailleurs, ça m'en bien les doigts, mais je leur avais dit à l'époque, mais vous accélérez la chute, puisque vous donnez au lecteur dit, ça c'est du jargon professionnel, mais au lecteur dit abandonniste ou futurs infidèles, vous leur donnez des raisons de quitter le journal, c'est-à-dire vous avez changé un peu, il y a des rubriques, c'est plus pareil, bon bah très bien, maintenant comme ça ils prennent la décision, voilà, je vais arrêter parce qu'il n'y a plus rien dedans, c'est toujours, vous voyez, pour tuer son chat, son chien, on dit toujours qu'il a la rage. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est une révolution technologique où chaque journal doit repenser son modèle économique.
C'est-à-dire que la presse, moi j'ai connu l'âge d'or de la presse, j'étais au Nouvel Observateur dans les années 1970, fallait voir les ventes, fallait voir la pub, fallait voir, enfin, l'argent rentrait, on développait, on faisait 50 trucs en même temps, on embauchait, on avait des réactions absolument pléthoriques. Bon, parce qu'il y avait beaucoup d'argent caché aussi en même temps, hein. C'est clair que ces journaux étaient en général mal gérés, puisqu'il y avait tellement d'argent. Pourquoi virer les gens quand on était si riche? Évidemment, personne. Donc il y avait des gens partout dans les placards, c'était connu, on peut citer un certain nombre de journaux, mais il n'y avait pas besoin puisque l'argent rentrait de partout. Aujourd'hui, il ne rentre plus. L'argent ne rentre plus. Donc si l'argent ne rentre plus, il faut changer le modèle. C'est ce que font tous les journaux aujourd'hui, les uns après les autres. Un peu plus tard en France, parce que je ne sais pas, on est plus lent, les Français arrivent, mais lentement, ou ils arrivent tard. Ça, c'est une phrase de Voltaire, hein. Les Français arrivent, ils arrivent tard. Et donc, voilà, aux États-Unis, la vague est passée, je pense qu'elle était beaucoup plus violente, hein, parce qu'on a vu des journaux, je pense que c'est US News, ça m'a toujours fasciné, qui a perdu, je crois, 300 000 lecteurs, enfin, exemplaires vendus, en 3 mois. Comment on peut survivre à ça, quoi? C'est le problème des révolutions industrielles, parfois elles sont tellement dures et tellement violentes, qu'on n'a pas le temps de remettre les compteurs à zéro. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que moi, la presse papier, ça va continuer, mais simplement, ça ne va plus continuer quand même, ça rapportera plus autant d'argent, et il y aura moins de lecteurs. Mais on voit très bien un journal comme le New York Times, après une période dingue, de folie totale, où il avait d'ailleurs acheté des journaux assez chers, il s'est retrouvé dans une situation financière extrêmement compliquée. Je pense qu'il avait acheté Boston Globe qui ne peut plus valoir qu'1 euro aujourd'hui. Comme la plupart des journaux, il y a le Daily News, qui est un journal de New York absolument considérable, qui a été estimé il y a peu de temps à 1 euro. C'est-à-dire que là, ça ne vaut plus rien, quoi. Mais vous pouvez reconstruire le système, et le cas du New York Times, qui est quand même un cas qui pourrait nous inspirer et nous rendre optimistes, voilà, un journal qui gagne à nouveau de l'argent. Enfin, pas cette année, pardon, mais c'est l'année dernière. Mais bon, on voit qu'il est sur la bonne voie, c'est-à-dire qu'il a perdu énormément d'argent, il a monté. Et qui est un journal, en plus, qui gagne, reprend des exemplaires papier, après une chute totale. Mais c'est vrai que le problème de la chute du papier, c'est un problème tout simplement économique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? On voit très bien. Les journaux vendent moins. Bon, en France, comme l'argent de la presse est ponctionné, je suis désolé de dire du mal, il y a peut-être des amis de ce syndicat ici, mais ponctionné par la CGT au niveau de l'imprimerie, et deuxièmement, mais c'est du racket, et deuxièmement au niveau de la diffusion et de la distribution, c'est vrai que les pauvres diffuseurs, c'est-à-dire les marchands de journaux, ont des marges, gagnent beaucoup moins d'argent sur chaque exemplaire vendu qu'en Allemagne, qu'en Grande-Bretagne, etc. Bon. Ce qui explique aussi déjà la difficulté de vendre les journaux. Donc ils ferment, et plus ils ferment, évidemment plus la vente au numéro va baisser, puisque vous avez 1000 kiosques ou marchands de journaux qui ferment par an en France. Et c'est considérable, c'est absolument considérable. Comment survivre à ça? Et quand je dis 1000, il ne faut pas oublier tous ceux dont le propriétaire s'en va, et comme il y a un fonds de commerce à vendre, c'est vendu, mais c'est une boutique d'habits ou de je ne sais pas quoi, ou un glacier, comme par exemple la maison de la presse de Marseille qui était sur le Vieux-Port, c'est un des meilleurs emplacements possibles, immédiatement, ça a été remplacé tout de suite, je crois que c'est M. Roux, par un glacier. Voilà. Et avec ce système-là, évidemment, le papier, c'est compliqué pour lui, mais on voit très bien, à travers des exemples concrets aux États-Unis, que le papier n'est pas mort. Le papier n'est pas mort, mais je dirais, il ne sera pas marginal. Mais on voit très bien que l'économie d'un journal demain, ce sera beaucoup d'Internet. Je vois très bien, moi j'ai vu ça au point là, les dernières années, la courbe de croissance de la publicité sur Internet, c'était comme ça, même si Internet restait toujours déficitaire, et la courbe de la pub sur le papier, ça baissait. Et ça, c'est comme ça dans tous les journaux. Donc ça veut dire que vous aurez un gros Internet. D'ailleurs, les dernières années au point, je n'ai embauché que sur le net, jamais sur le papier. Au contraire, ça diminuait tout le temps. Et ça, c'est des... Donc, c'est pas parce qu'on a une révolution industrielle que tout va disparaître. C'est pas parce qu'il y a des problèmes dans la sidérurgie que la sidérurgie va disparaître. Encore que la sidérurgie, ça ressemble un petit peu à la presse. Mais il y a aussi, alors ça c'est un risque, ça c'est le risque de toutes les révolutions industrielles, c'est le risque de rentrer de nouveaux acteurs. C'est un peu terrorisant de penser ces journaux qui existent depuis parfois bien avant la libération, et qui risquent simplement, parce qu'ils ont mal géré, parce qu'ils n'ont pas préparé ou vu le coup venir,
qui risque de disparaître au profit de nouveaux acteurs, parce que c'est beaucoup plus facile, on le voit aujourd'hui, vous créez d'abord le site, vous mettez un petit truc de papier derrière, et puis après, et dans un système de révolution industrielle ou technologique, il est évident qu'il n'y a pas besoin d'années ou de décennies pour créer une marque, elle se crée instantanément, pratiquement instantanément, c'est frappant d'ailleurs. Avant ça mettait des années, aujourd'hui ça arrive tout de suite. On va bientôt arriver. Pardon. Ah oui, bon, on va en parler. On va en parler, on va très bientôt passer à la phase des questions du public, je vous rassure madame. Jessie, si tu as peut-être une dernière question à répondre en 2 minutes chrono maximum pour chacun d'entre vous. Bon, une question toute simple et d'ordre général. Est-ce que, du coup, pour résumer plus ou moins, est-ce que la Révolution française aurait-elle eu lieu, enfin pour revenir sur la Révolution française aurait-elle eu lieu sans le concours de la presse écrite? Ah non, ça fait partie complètement de la Révolution française. On peut pas. C'est difficile d'avoir un événement historique et d'enlever un ingrédient et de se dire est-ce que ça aurait eu lieu sans l'ingrédient. Ça fait partie complètement, comme la plupart d'ailleurs des grandes révolutions, du phénomène révolutionnaire. Aujourd'hui, on dit qu'il y a les révolutions du printemps arabe n'auraient pas eu lieu sans Internet. Elles auraient eu lieu autrement. Enfin, vous voyez, c'est difficile en histoire d'enlever un ingrédient et de regarder, d'imaginer ce qui se serait passé sans lui. Qu'est-ce qu'elle est brillante. D'ailleurs, non, mais pour aller dans ce sens, ce qui est très frappant, les grandes périodes historiques, toutes les grandes périodes historiques, la question sur Charlie Hebdo, ça prend ça d'ailleurs, les gens achètent les journaux brusquement. Vous voyez, le papier c'est fini. Bon, il y a les attentats de Charlie Hebdo, les journaux se revendent brusquement, comme par enchantement, y compris d'ailleurs Charlie Hebdo. C'est ce qui s'est passé pendant la Révolution. Plus la situation devenait compliquée, difficile, plus les gens achetaient, hélas, pas les bons journaux, pas le Patriote français, ils achetaient plutôt le Père Duchesne et l'ami d'Hébert et l'ami du peuple de Marat, hélas. Très bien, merci. Merci. On va passer à la question du public. Donc, alors, ceux qui veulent poser une question peuvent lever la main. Alors déjà, on a madame. 2, 3, 4. Oui, bon, on va grouper, on va faire déjà 3 questions. Alors, madame, monsieur et monsieur. Oui. Vous avez parlé du respect. Moi, c'est ça que j'espérais revoir ça avec Charlie Hebdo. Mais profondément, pourquoi est-ce que ça continue encore là? Mais quoi? Charlie Hebdo. Ah, vous pensez qu'il faut supprimer Charlie? Au nom de quoi? De la censure? Donc, vous, en fait... Donc, vous placez le respect, ce que vous appelez le respect, au-dessus de la liberté d'expression, en fait. Pour vous, il faudrait qu'il y ait une loi qui dise que... D'accord. Et vous êtes... Alors, micro. Merci. Moi, je sais pas si la réponse, je la réponds tout de suite, comme ça on va Mais pas votre question, faites des questions claires et moi, j'ai très bien compris la question. Moi, je vais vous dire très simplement, je suis partie des gens qui ont été extrêmement peinés quand on a tué ces 7 personnes, qui ne sont pas tous des journalistes. Mais attends... Madame, s'il vous plaît, Mais je vais vous mettre à l'aise tout de suite. Je n'ai jamais beaucoup aimé Charlie. Enfin, j'ai une certaine... Je crois que c'est une grande différence. Excuse-moi, franc j'anticipe. Je n'ai pas aimé les caricatures de Mahomet. Pour le coup, je m'intéresse aussi à des positions qui sont parfois caricaturées en France de presse libre, parfaitement plus libre que la nôtre, moins encadrée, anglo-saxonne par exemple, qui ont décidé de ne pas les publier. Et ça m'intéresse, c'est-à-dire je ne juge pas ça tout de suite comme « Ah, ils sont autocensurés ». Ça m'intéresse, je n'oublie pas aussi que ces caricatures ont paru d'abord dans des journaux danois qui ne sont pas tous ce que je préfère. Mais vous savez quoi? Moi je pense le contraire de vous. Je pense que la liberté d'expression est un bien trop précieux pour qu'on puisse faire des lois à tort et à travers au nom du respect de ceci, de cela. Je suis pour que ces gens avec lesquels je ne suis pas souvent d'accord, qui peuvent me mettre mal à l'aise, non seulement ils ne peuvent pas être butés, excusez-moi, il faut quand même dire clairement, c'est monstrueux, monstrueux, et deuxièmement pour qu'ils aient le droit d'exister.
Et donc quand moi je suis descendue dans la rue, parce que j'étais au manif le 11 janvier, et j'avais mes copains qui me disaient la liberté d'expression, je fais moi, je suis dans la rue pour la liberté d'expression, parce que vous êtes dans la liberté d'expression pour les gens que vous aimez. Mais moi je défends la liberté d'expression encore mieux, puisque c'est pas forcément pour un canard que j'appréciais beaucoup, dont j'appréciais les choix éditoriaux. Mais je suis pour qu'ils aient la liberté entière de le faire. Et donc, en un sens, on est plus fort à défendre la liberté d'expression quand c'est pas pour des gens qui correspondent exactement à votre sensibilité. Moi, je suis pour que la parole la plus libre puisse exister sur les religions, etc. Je suis très américaine là-dessus. Après, vous me demandez, je suis Charlie, c'était une expression dans l'affect, j'avais un affect très fort, j'étais extrêmement triste, inquiète, etc. Donc je peux dire je suis Charlie. Mais intellectuellement, je n'étais pas très Charlie. Je ne suis pas très Charlie. J'ai détesté, Oui, mais allez-y. j'ai détesté ce slogan, je suis Charlie. Moi, je préférais nous sommes Charlie, c'est-à-dire, voilà, on est un groupe et on est Charlie parce qu'on est pour la défense de la liberté d'expression. Et je suis tout à fait d'accord avec Madame Delfron quand elle dit il faut respecter. Moi, je pensais qu'il fallait respecter, c'est-à-dire, il y a des choses que j'ai refusé de publier dans les différents journaux où j'ai travaillé parce que je trouvais que ça manquait de respect. Vous voyez, par exemple, j'étais au Figaro, on a publié des extraits des versets sataniques, je les ai censurés, même certains parce que je pensais que non, voilà, c'est pas la fonction du journal d'insulter, mais bon, je trouvais que c'était intéressant de savoir ce qu'il y avait dedans. Les caricatures de Mahomet publiées par Charlie à l'époque, je me souviens que j'ai dit on les passe pas, et il y a une grande partie de la rédaction qui ne comprenait pas ma décision, je me suis pas expliqué parce que je n'étais peut-être pas particulièrement girondin ou démocrate, mais je me disais bon, voilà, moi je trouve que je prends la peine de faire un journal pour publier ces caricatures. Alors, une fois que j'ai dit ça, c'est là que je rejoins totalement Géraldine, et le premier amendement aussi, c'est-à-dire, on est dans une société, si on est une société, comment dire, si on va jusqu'au bout de nos valeurs, on doit avoir le droit de dire ce qu'on veut, de péter, voilà, enfin, sans mériter tout de suite ni la prison, ni la mort. Voilà. Et donc, ce qui était encore plus horrible dans cette affaire-là, c'est que les gens qui sont morts, qui ont été assassinés sauvagement, étaient des enfants, des poètes, des gens qui n'étaient pas, comment dire, c'était pas des militants politiques. Ouais, très peu politique. C'était, moi j'étais très ami, il se trouve, par l'histoire, parce que bon, on s'est croisés souvent, puis on a travaillé ensemble. Golinski, c'était un grand ami. Voilà. Et Camus aussi, il était à mon réveillon, enfin j'avais invité quelques potes, et il était à mon réveillon le 31 décembre, enfin donc je venais de le voir quand il a été assassiné. Et c'était des gens qui n'étaient pas du tout des militants. C'était la vocation aussi d'une presse, on a besoin de cette presse-là en France, d'une presse, oui, je ne dis pas irresponsable, mais voilà. Moi, contrairement à Géraldine, moi, il se trouve que j'ai toujours lu de temps en temps Charlie. J'aime bien l'esprit, ça me fait rire. Parce que j'aime bien, c'est comme ça. Voilà, mais ça me manque de respect peut-être de temps en temps, parce qu'un jour, quand Elsan est mort, Camille, que j'aime beaucoup par ailleurs, qui est mon ami, ça ne peut pas du tout gêner notre amitié. Ça. Et je me souviens, il m'avait mis en officier nazi, et je disais, j'étais donc en officier nazi, la gueule était pas mal sans doute pour faire passer la sauce, mais j'étais quand même un officier nazi. Et je disais, en représailles, nous allons tuer 300 otages. Voilà. Moi, j'avais l'accent, voilà. Ben, qu'est-ce que j'ai éclaté de rire? Ben, il manquait de respect pour moi, certainement, mais j'ai éclaté de rire. Je pense qu'on est dans une société aussi, on doit pouvoir rire. Moi, je suis croyant, je ne sais pas, les caricatures du pape de Charlie me faisaient rire. Je pense que donc, voilà, on est différents les uns les autres, et c'est vrai que ce type de presse, c'est pas parce qu'elle ne correspond pas à l'un ou à l'autre qu'elle doit disparaître. Elle doit continuer. Moi, il se trouve que, oui, disons, j'ai peut-être un sens de l'humour un peu trop développé, mais j'accepte tout à fait qu'on se moque, voilà, y compris peut-être, oui, qu'on fasse des blagues, peut-être un jour, pourquoi pas, sur la mort de mes parents. Et pourtant, la mort de ma mère, c'était des plus mauvais, enfin, des plus horribles jours de ma vie. Mais c'est ça, il est là pour ça, le rire. Voilà, donc, on a besoin d'irrespect, et moi, je suis comme Géraldine, à fond la caisse, je suis pour le premier amendement. J'aimerais bien qu'il y ait en France un premier amendement, qu'on peut se dire les choses et que tout ne passe pas toujours par les tribunaux, par la paperasse, par les procès interminables. C'est absurde. Voilà, il faut libérer la parole et ça relativise aussi les choses. Donc, quand je dis ça, moi, je pense que manquer de respect à une religion, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Mais moi,
s'il y a un dessin qui me fera rire, qui manque de respect à une religion, y compris à la mienne, j'avoue que c'est mon côté coquin, mais je vais le lire. Alors je vais peut-être pas forcément le mettre comme ça, mais ça va me faire rire, parce qu'on a besoin de rire. Merci. Bravo. Monsieur. Je vais essayer de parler très fort pour que tout le monde entende. Je vais donner un éclairage un peu différent à ce que vous avez présenté jusqu'à présent. Je me suis étonné que vous ayez débuté votre intervention sur la Révolution et développé l'intervention ensuite jusqu'à la période contemporaine en ignorant, peut-être sûrement volontairement, ce qui a conduit à la Révolution et à la partie culturelle qui a conduit à la Révolution. Le premier journaliste, dont vous n'avez pas fait état, le premier papier, c'est peut-être tout simplement la chanson de Roland. On y compte tous les malheurs de l'armée française et on dénonce ceux qui les ont attaqués fortement. On ne sait pas vraiment qui a écrit ce texte. Le texte n'est sûrement pas anonyme, il n'est pas dans le mémoire. Un peu plus tard, Arthur, la légende arthurienne, c'était aussi un fait. On essayait de reproduire une histoire, de la conter à la population et d'enseigner la population. Alors, là, on connaît un peu les auteurs. Un tout petit peu, pour ceux qui s'y intéressent. Et je suis sûr que si très peu savent qui est écrit. Et tout cela était dans une forme de merveilleux. On s'intéressait au merveilleux. L'écrit, c'est toujours le rapport, Madame Mühlmann, entre le je et le nous. Toujours. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à cette époque? En fait, le je, peut-être le Seigneur, les vassaux, se retrouvait dans le nous au travers du texte. Et tout d'un coup, en 89, les choses basculent complètement. Ce n'est plus le rapport merveilleux qui apparaît, c'est le rapport factuel, matériel, horrible qui surgit. Et de tout cela, qu'est-ce qui nous reste? C'est plus le message, c'est plus le texte. Tout le monde avait oublié les textes de Marat, Ordurier, ou les textes de Weber. C'est le nom. Donc vous êtes d'ailleurs le témoin. Qu'est-ce qui nous reste de tout ce journalisme pour la personne? Essayez de conclure rapidement, monsieur. Et après, je vais conclure. Ce sont des noms. Vous avez cité énormément de noms, jusqu'à nos jours. Et les textes, on a oublié, ou très peu. Donc ce que j'aimerais, et la question est là, en quoi ou pourquoi, à notre sens, le monde est passé d'un domaine merveilleux, comme pourraient évoquer les historiens du Moyen-Âge, à un monde factuel, d'un monde sans nom, à un monde qui cause. D'abord, Merci. Je veux juste répondre sur ce point du nom. Pardon, parce que c'est une question qui m'a aussi intéressée quand je travaille là-dessus. Il faut savoir que dans les grands événements révolutionnaires, il y a eu ce mythe, par exemple chez Vallès, de ne plus signer les articles. Donc de rejoindre l'idée d'une histoire, peut-être merveilleuse, factuelle en tout cas, mais où le journaliste fondrait tellement bien dans le torrent, si je puis dire, que le jeu s'effacerait carrément dans le nous. Il y a deux moments historiques qui me paraissent intéressants. Je ne suis pas sûre qu'ils soient tous extraordinaires journalistiquement, mais ils existent, il faut réfléchir. C'est Le Cri du peuple de Jules Vallès, où ils ont cessé pendant la Commune ils signaient Le Cri du peuple. On n'avait plus le nom du journaliste reporter, ou du nom du journaliste qui faisait l'édito. C'était Le Cri du peuple. L'anonymat, le grand nous de l'histoire. Et il y a un deuxième moment, et là pour le coup je peux dire que c'est pas le meilleur toujours de cette période. C'est Libération, première mouture, créée en 1973. Il y a eu des choses extraordinaires sur le plan du rapport aux faits, à la rue. On a commencé à décrire des mondes qu'on ne décrivait pas avant. Enfin, il y a vraiment une reviviscence de cet idéal d'une presse qui fable dehors, qui raconte d'autres choses que ce qu'on couvre habituellement. Et par exemple, au moment de la grève co-gestionnaire des ouvriers de l'IP, vous vous souvenez, la démontre, Libé a décidé d'envoyer les journalistes avec les ouvriers, de vivre avec eux et de faire des papiers, et ils signaient Libération et les ouvriers de l'IP.
il n'y avait plus de nom. Vous voyez cette idée de... Franchement, le reportage, je l'ai lu intégralement, j'en ai fait une analyse dans un chapitre. C'est pas top, hein. C'est une espèce d'empathie fastoche. À un moment, on se demande où sont les journalistes. C'est-à-dire que c'est un peu facile, c'est un peu larmoyant, c'est un peu ce que Sartre a dit après, alors qu'il était fondateur du journal, et premier directeur. Il a dit après, c'est un peu crêpe de Suzette, quoi. C'était un peu larmoyant, si vous voulez, notamment tout le rapport conflictuel avec la direction. Vous savez, ils sont engueulés entre eux aussi, les ouvriers de Libé. Et Libé, c'était un peu le groupe en fusion. Ils ont utilisé Sartre contre Sartre, si vous voulez. Le groupe en fusion, il n'y a plus d'individus, c'est le torrent de l'histoire, il n'y a plus l'esprit critique à la française aussi, qui fait partie du journal, il n'y a pas énormément de faits. Donc c'est pas forcément des grands moments. Moi, je trouve que l'articulation genou, à l'époque de la chanson de Roland, le jeu n'était pas constitué historiquement exactement de la même façon. Je suis d'accord avec vous, tout ça est très important, mais on peut dire que depuis les Lumières, le jeu, ça compte. Et je pense que c'est pas mal que les gens signent leur papier. Et il reste, c'est vrai, pour nous, pour simplifier, on donne les noms, parce que ça les responsabilise. Qu'ensuite, ils opèrent un vrai jeu, une articulation, c'est ce qu'on appelle le grand journalisme, c'est ce qu'on appelle la grande, parce que non, tous les écrivains ne sont pas capables de faire ça. Aujourd'hui, 90% des romans qui sortent, c'est je, et encore je. Et le nous, et la politique, et le monde dans lequel on vit. Non, il y a aussi une écriture de soi qui peut complètement rater le nous. Mais on vit cette articulation tout en signant. Je trouve que c'est pas si mal. Il ne faut pas que avoir la nostalgie des grands moments des textes anonymes. C'est aussi à défaut d'avoir trouvé les auteurs, parfois. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'un auteur peut écrire des conneries après avoir écrit des choses extraordinaires. Il n'y a pas de substance de l'écrivain pour toujours. Et on peut écrire un torchon et écrire un chef-d'œuvre. Je crois à l'œuvre plus qu'à l'écrivain. Mais par contre, l'œuvre, oui, à un moment, elle est signée. Il y a quelqu'un qui a fait ça, qui a écrit La Merde 10 ans avant, 10 ans après, et là, il a fait ça. Vous savez, je préfère le rouge et noir à la chartreuse de Parme. C'est pas de la merde, hein, la chartreuse de Parme, c'est pas de ce que j'ai pas dit. On a le droit de choisir. Mon standard, c'est celui du rouge et noir. C'est comme ça. C'est pas grave que ce soit signé standard, il ne faut pas s'agiter un pseudo. On peut préférer Pierre Goriot ou Madame Bovary. Vous savez, la comédie humaine, on n'a pas tous des préférés. Déjà, on a tous lu, genre, en général, moins de 10. Donc, c'est un nombre de livres considérable. Et pas tous bons, mais certains extraordinaires. Mais je voudrais relativiser le propos de monsieur, parce que dans l'histoire, on voit bien, en économie, il y a les cycles de Kondratiev, et dans l'histoire, il y a les cycles culturels et les cycles de déclin, et puis de renaissance, et puis il y a aussi les cycles du merveilleux. Parce que vous dites, oui, la Révolution française, il n'y a pas de merveilleux. Encore qu'on peut étudier d'ailleurs en quoi il n'y a pas de merveilleux, par exemple dans l'exécution capitale de Louis XVI, l'espèce de sidération, le côté sacré de la guillotine. Et puis après, cette stupide fête de la Fédération organisée par Robespierre comme une sorte d'auto-célébration, en même temps que la célébration de l'être suprême, ce qu'il appelait l'être suprême, il y a du merveilleux là-dedans. Et puis après, pour le merveilleux, je suis désolé, on a été servi après avec Napoléon III, et puis encore plus récemment De Gaulle. Donc il y a toujours, le merveilleux il revient, il part, il revient. Ce qui est vrai, je suis d'accord avec vous totalement, c'est qu'en 1700, disons de 1789 jusqu'à l'exécution de Louis XVI, il n'y a pas beaucoup de merveilleux. La Révolution le comprend et c'est d'en remettre un peu, mais enfin la fête de la Fédération, ça conduit directement à la décapitation pratiquement de Robespierre quelques semaines après. J'ai une question. Il y a une question. Ah, monsieur. Oui, est-ce que vous pourriez brièvement caractériser l'esprit de la presse américaine à l'époque du vote du premier amendement ou un peu avant? Est-ce que c'était une presse factuelle? Est-ce que c'était une presse violente? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Bon, moi je connais bien l'Amérique, effectivement cette presse, il y a eu il y a deux mouvements hein, dans la presse américaine, il ne faut pas non plus dire c'est juste le fait, c'est pas vrai. Il y a énormément de violence aussi dans la presse américaine. Vous regardez les articles autrefois, il y a beaucoup de grands écrivains d'ailleurs qui ont participé à cette presse. Je pense même à des écrivains même du XXe siècle, comme John Steinbeck, qui était, vous savez, immense écrivain, mais un peu oublié aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il faisait tout à l'envers, il était,
communiste quand il fallait pas l'être et anticommuniste quand il fallait pas l'être aussi, quoi. Donc il a eu, mais c'est un immense écrivain, Les raisins de la colère, Les souris et des hommes, enfin tous ces livres-là. Et ça, c'était par exemple typiquement un grand journaliste et qui n'était pas vraiment dans les faits, quoi. Qui était, donc cette presse américaine, je pense qu'il ne faut pas l'idéaliser, en tout cas au début. Ce qui est vrai, c'est que c'est tous ces gens que citait tout à l'heure Géraldine, que ce soit Pulitzer, que ce soit, enfin, pour tous les grands patrons de presse américaine d'ailleurs, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a eu cette idée, mais qui arrive au fin 19e, début du 20e, de séparer, mais plus tard, bien avant l'émergence de la presse, de séparer le commentaire et le fait. Alors c'est dit, comment dire, ça n'est pas formulé vraiment dans les premières décennies, puis à un moment donné, il y a des gens qui formulent ça. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu la force de la presse anglo-saxonne, c'est quelque chose qui est en train de changer, hein, parce que à cause justement des évolutions technologiques, tout ça est en train de changer, on ne sait plus très bien, enfin tous les repères se perdent. Et c'est vrai qu'il y a toujours, il y a la presse américaine, l'éditorial, c'est ce qu'il y a toujours des éditoriaux, mais c'est en open page. En France, on s'y est mis aussi, vous savez, on s'y est mis. Alors, je dirais que la France ressemble plus aujourd'hui, ce qu'on voit en France, ça ressemble plus aussi à la presse américaine aujourd'hui, et d'une certaine manière, la presse américaine ressemble plus aussi à ce que faisait la France, parce que, je dirais, dans les articles aussi, elle s'est un peu plus éditorialisée, ça va être les effets de la mondialisation. Alors, on n'a pas l'impression, quand on va de changer de monde complètement. Votre question, c'est sur au moment du premier amour ou c'est après? Au moment de... Au fin du 19e, il se passera autre chose qui est effectivement ce rapport gourmand aux faits, etc. Non, mais au moment, moi je vous réponds simplement, au moment du premier amour, 1791, c'est Madison qui le rédige. L'obsession des Américains, c'est de ne pas être des Anglais. C'est logique. Or, qu'est-ce que c'est les Anglais? Ça permettra de répondre encore à France. Les Anglais, effectivement, depuis 1788, ils ont fait leur Glorious Revolution et ils ont eu un auteur qui s'appelle John Locke, pense qu'il y a un certain nombre de libertés. Locke n'était pas un fou furieux non plus de la liberté d'expression, hein, mais quand même, voilà. Le problème, c'est que les Anglais, ils n'ont pas tenu l'idéal. Hein. Et dès le début du XVIIIe siècle, ils ont commencé à faire des lois assez dures. Ensuite, le problème, c'est qu'ils n'ont pas des libertés au-dessus des lois, parce qu'il n'y a pas cette constitutionnalisation d'un certain nombre de libertés. Il faudra attendre les Américains pour ça. Résultat, c'est toujours le Parlement qui arbitre. Bon. Et donc, quand il y a eu des procès de presse, au début du XVIIIe, en général, surtout quand on incluait un député, la presse perdait. La presse perdait parce qu'il y a un juge, et le juge il disait, entre la liberté du journaliste et puis le député, c'est celui qui fait la loi, c'est celui qui garant, puisqu'il n'y a rien au-dessus de lui, il n'y a pas un juge constitutionnel, comme les Américains, il faut dépendre des députés. Et donc il y a eu beaucoup de procès perdus, à tel point qu'il y a deux journalistes anglais dans les années 1720 qui sont beaucoup énervés en disant que Locke était mort, que les Anglais avaient enterré John Locke. C'était insupportable, notamment sur la liberté d'expression. Et ils ont signé anonymement, ça s'appelle les lettres de Cato, Cato's Letters, en disant que c'était scandaleux comment les Anglais avaient enterré ça. Et c'est important parce que, évidemment, les Cato's Letters, elles ont été diffusées dans les territoires américains, qui étaient anglais, en fait, sous domination anglaise. Et beaucoup d'Américains ont lu ça. Ils ont été formés comme ça, notamment Madison, tout ça. Et après, quand il y a eu des procès pour diffamation, par exemple, ils ont marqué le coup, les Américains. Dès 1735, il y a eu un procès de presse, c'est là qui s'appelle le cas Zenger, c'est un patron de presse d'origine allemande, Zenger, aux États-Unis, qui a attaqué le gouverneur local, des faits vachement, vraiment durs de corruption, etc. Procès, diffamation, etc. Et avec des avocats de très très grand talent. Et pour la première fois, pourtant c'était la loi anglaise, le juge a jugé autrement, en vertu de quoi, qui constitue toute la distinction, la différence entre les Américains et la France, sur, par exemple, ou les Anglais sur la diffamation, en disant les faits étaient vrais. Certes, ça ne lui faisait pas du bien qu'on dise la vérité, mais les faits étaient vrais. Et donc aux États-Unis, vous savez que les libel laws, les lois sur la diffamation, sont fondées sur la vérité. Tant que vous dites la vérité, vous ne dites pas des bêtises, vous pouvez le dire. Alors que nous, en France, on peut même avoir dit la vérité d'une personne qui n'était patron de presse. Moi, j'ai jamais été dans la 17e. Casier judiciaire, comme ça. Ouais. Même quand un patron de presse, une presse dit la vérité, il peut y avoir diffamation. La majorité des procès, on est condamné pour des choses vraies. Pour avoir fait du tort. Donc les Américains ont décidé, vous voyez, pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas être des Anglais. Et donc c'est ça qu'ils ont en tête quand ils font le premier amendement. Bien sûr que c'est ça. Même si Madison, c'est intéressant de le dire, avait vraiment la trouille. Il avait peur de la presse, il avait peur de tout ce que tu dis, il avait peur de la haine, il avait peur de... Et
mais il disait, le plus amoureux des journaux, c'était Jefferson. Dans cette presse Bien sûr. américaine du début, il y avait vraiment... Ils avaient peur, mais ils disaient non, tant pis, il faut prendre sur X. On ne peut pas faire la première démocratie du monde, puisqu'il ne faut pas me dire qu'il était là avant nous. On ne peut pas le faire. On est obligé, voilà. On doit laisser. Et avec un goût de la presse, c'est fascinant. Ça, on est dans le sujet, on n'est pas dans le sujet, mais qui est extraordinaire quand on voit, par exemple, la conquête de l'Ouest. Dès qu'un nouveau petit village, petite ville se crée, enfin minable, vous voyez, en bois, avec des rues pas carrossées, tout de suite il y avait le journal. Enfin, c'était premier truc, il y avait d'ailleurs l'épicerie, peut-être la pharmacie, l'épicerie, quoi. Et puis l'église et le journal. Ouais, le journal était là, c'était fondamental. Merci. Il nous reste 10 minutes. Je vois qu'il y a une question par là. Ensuite, peut-être encore une dernière. C'est une question pour Madame Moulman particulièrement. On a vu au cours de cette conférence, vous avez parlé d'Hubert Duchesne, puis de Cordelier, qui avait un engagement politique fort. Et on voit finalement, moi je considère plutôt comme une dérive anglo-saxonne, vers plus d'objectivité en fait des faits et un journalisme moins engagé politiquement. Et à mesure que ce journalisme moins engagé disparaît au profit plus d'objectivité d'un journalisme qui va vers les faits, on découvre finalement que la presse, l'économie de la presse est en train de décliner. Alors on a certains journaux qui se sont lancés récemment, on peut voir le journal Causeur notamment, qui a plutôt un succès, parce qu'il a un journalisme engagé, comme le journal Valeurs Actuelles. Et justement, est-ce que finalement la presse actuelle ne souffre pas de cette dérive anglo-saxonne vers plus d'objectivité qui finalement ennuie le lecteur, parce que qu'on ouvre Le Figaro ou qu'on ouvre Libération, on a les mêmes dépêches AFP. On peut le voir, j'invite tout le monde à regarder sur les sites internet des journaux, c'est que des dépêches AFP quasiment. Et les gens finalement s'ennuient, puisqu'il n'y a plus d'intérêt à acheter Le Figaro ou Libération, puisqu'on trouve le même contenu. Donc, et les journaux qui ont un véritable succès, c'est ça. Cela dit, historiquement, c'est pas tout à fait vrai, parce que vous dites qu'on passe de la presse à la grande presse, qu'on appelle la grande presse à la fin du 19e, il a fallu sortir des points de vue partisans et de la presse d'opinion. Si Pulitzer et Randolph Hearst ont cartonné, c'est parce qu'ils disaient à leurs reporters, écoute, tu ne parles pas pour les gens de gauche, les gens de droite, les démocrates, les républicains, ça suffit, tu parles pour les gens, point. Et ils se faisaient un point d'honneur à observer que leur journal pouvait être lu et est élu par le groupe de tel grand hôtel, le patron de la sidérurgie, le prof, etc. C'était extrêmement important. Et pour ça, vous savez, ils n'ont pas inventé la factualité, l'objectivité, juste parce que c'est des grands déontologues, parce que c'était des gens qui étaient attachés à leur porte-monnaie, ils savaient que ça marchait. Et il y a d'autres éléments qui montrent que ça marche. Quand on fait vraiment des faits, quand on est curieux, pas quand on décline la dépêche AFP. Les émissions politiques à la télé, vous croyez que ça marche? Ça ne marche pas du tout. Ça, historiquement, depuis longtemps, ça ne va pas. Et quand, après Anne Sinclair, rappelez-vous cette case de 19h, le dimanche soir, il y en a eu des échecs. Michel Field, Rutel Krief, ils ont essayé de refaire. C'était des échecs jusqu'à ce que quelqu'un dise on va faire du reportage. Et cette avis existe toujours. Critiquer, je suis la première à le faire, tout n'est pas bon dans cette avis. Mais je veux dire, je vous trompez historiquement, c'est-à-dire qu'historiquement, pour accroître le public, il fallait sortir de la presse d'opinion. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors là où vous avez raison, c'est que la presse d'opinion revient parce que la curiosité factuelle, l'enquête, l'investigation, le souci d'une factualité vraiment, ça se travaille, c'est dur de sortir des faits, c'est très difficile. On est un peu plus paresseux, etc. J'ai une info, Résultat, les gens ont envie de revenir à la presse d'opinion, c'est aussi notre spécificité. Mais vous savez, les docs à la télé, ça marche bien mieux que les émissions de plateau. Les reportages, les documentaires, les émissions d'enquête, ça marche bien mieux que les émissions de plateau, il faut quand même le savoir. Donc, attention, je nuancerai votre diagnostic. Mais qu'on soit insuffisamment curieux, qu'on fasse trop peu d'enquêtes et une factualité trop haute, je suis la première à le dire, j'espère que si je devais revenir à un seul truc de tout ce que j'ai dit. Voilà, la question n'a pas été posée, mais j'ai quand même envie de répondre parce que ça participe, à mon avis, d'une analyse assez superficielle, enfin, si je peux me permettre, de la presse. Vous nous expliquez aujourd'hui, il y a des journaux qui marchent, Valeurs Actuelles et Causeur. Vous avez vu les chiffres de vente? Vous rigolez, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont une progression. Mais ils ont une progression parce que le pouvoir aujourd'hui est de gauche. Donc vous découvrez la lune, là, vous dites, voilà, ça monte. Mais non. Là, dans quelques temps,
c'est la droite qui va arriver au pouvoir. Et qu'est-ce qui va se passer? La presse d'opinion de gauche va à nouveau progresser. Il y aura un autre type dans une réunion là, qui va nous dire, parce que moi ça fait quand même des années que je fais ça, qui va nous dire oh là là, la presse d'opinion de gauche, ça marche vachement bien. Et Valeurs Actuelles et Causer, je ne sais pas trop ce qu'ils raconteront à ce moment-là. Souvenez-vous d'ailleurs, sous Nicolas Sarkozy, le succès absolument hallucinant de Marianne, qui a commencé à avoir des problèmes dès qu'Hollande a été élu. Mais c'est mécanique, c'est toujours la même histoire, et ça recommence, c'est l'éternel retour, et on fait semblant de découvrir la Lune. Mais bon, attendez, regardez un petit peu l'histoire, regardez derrière vous, vous verrez que c'est plus compliqué. Et ensuite, les journaux. Là, vous critiquez le Figaro, je ne sais pas quoi, tout ça c'est pareil. Mais sachez quand même qu'un journal, il n'appartient pas à vous, qui apparemment pas lecteur de Figaro, mais il appartient pas au patron, il n'appartient pas au rédacteur en chef, il n'appartient pas au propriétaire. Un journal appartient au lecteur, à son lecteur, pas aux autres lecteurs, à son lecteur. Et ce n'est que ça que font les journaux. Et ça, c'est une phrase de Raymond Aron, elle n'est même pas moi, mais qui montre très bien la démarche de tous les journaux, que ce soit des journaux de gauche, des journaux du centre, des journaux qui font plus de faits, d'autres qui font plus de commentaires. Ils ont chacun un public auquel ils s'adressent. Et comment dire, c'est un peu comme de la navigation, mais avec presque tous les outils de technologie. Il ne faut pas dévier, il faut faire très attention, parce que je veux dire, une petite sortie de route, et vous risquez de perdre beaucoup de lecteurs. Donc je veux dire, le modèle, je suis désolé, je vous laisse à Valeurs Actuelles et à Causer, qui sont d'ailleurs des journaux intéressants, mais je veux dire, ce sont des petits journaux qui vivent aujourd'hui bien dans une situation historique X. Demain, il y en aura une autre, il y a d'autres journaux qui vont répondre à une autre offre. Voilà. On est en fait dans la presse, vous n'avez pas l'air de comprendre, ce qui est souvent le cas d'ailleurs des lecteurs, c'est-à-dire on est en économie de marché. Hélas, bon. Il n'y a pas de modèle anglo-saxon avec l'idée qu'on essaie tous de faire dans l'anglo-saxon. On essaie de faire des journaux qui plaisent à nos lecteurs. Voilà, mais c'est aussi bête que ça. C'est aussi bête. Alors je ne vais pas appeler les lecteurs des clients, parce que je considère les journaux, c'est pas des pots yaourt, mais on essaie de plaire, que nos lecteurs soient contents. Voilà. C'est ça diriger un journal, c'est ça faire un journal. Et c'est pas autre chose. Merci. Alors, il me reste... orienter la façon dont on va exprimer un événement, soit en cachant certaines choses. Je veux dire par là qu'il semble que certains journalistes actuellement orientent la politique et l'aide politique. Et que quelquefois ils peuvent pécher par omission en présentant certains faits ou les présenter pour plaire à leurs lecteurs, sans toutefois que le fait soit réellement avéré. Et donc ils se prennent quelquefois, et je ne mets personne en cause sur ce plateau, pour des faiseurs de politique. Vous avez tout à fait raison, madame, il y a une réponse à cela. Ce sont les résultats des élections. C'est-à-dire que l'erreur du journaliste, très souvent, c'est de croire qu'il a une influence. C'est-à-dire qu'il fait l'opinion, qu'il fait l'élection. Il ne la fait jamais. Historiquement, pour regarder, alors moi je trouve qu'il faut toujours regarder l'histoire. Regardez les élections américaines que j'ai vécues en 1980. Toute la presse américaine, j'étais là, sur place, j'ai vécu ça, était déchaînée contre Ronald Reagan. C'était une campagne absolument permanente. Il a été élu avec un raz-de-marée. Regardez les élections récentes en France. Édouard Balladur. Édouard Balladur était soutenu par toute la presse de droite comme la presse de gauche. Le Monde faisait campagne pour Édouard Balladur. Souvenez-vous, c'était Louis Plenel, le patron à l'époque. Bon, eh bien, Édouard Balladur, comme vous le savez, a été écrasé. Les élections de 2002, Lionel Jospin est soutenu par l'ensemble de la presse. Je veux dire, presse, c'est pas seulement presse, c'est médias, radio, télé, on voit très bien. Les journalistes pensent que voilà, ce sera Jospin. Ça a été Chirac. Bon, c'était peut-être de manière un peu compliquée, mais ça a été Chirac. Donc, ça veut dire la presse, quand elle croit qu'elle fait l'opinion, elle se trompe. C'est-à-dire il y a une dynamique. Le lecteur, il ne prend pas tout pour argent comptant. On n'est plus à l'époque, disons, de téléspectateurs, d'auditeurs, de lecteurs sous-informés. Ils ont une masse d'informations, et c'est vrai aujourd'hui, même si les journaux ont des problèmes, grâce à Internet, il y a un niveau d'information quand même très important aujourd'hui en France. Vous avez souligné, ce sera la dernière question. Vous avez souligné la haine des journaux de la Révolution, haine en fait qui ont manipulé la rue pour accéder au pouvoir, en fait, la terreur. Est-ce qu'on n'assiste pas un tout petit peu à la même chose actuellement dans certains journaux de
propagande dans certains sites. Alors, juste avant que vous répondiez, on est un peu pour le temps, donc répondez rapidement. Et monsieur, bon, vous avez posé une question, et désolé pour les autres, on arrête les questions à partir de maintenant, on a dépassé le temps. Vous savez, je crois que la haine, je suis d'accord, certains journaux l'exploitent. Mais je suis aussi d'accord sur ce point avec France. D'ailleurs, ça me permet de lui répondre que la rue même à l'époque de la Révolution française n'était pas intégralement manipulée. Je crois que les gens ne sont pas complètement manipulés, comme tu viens de le dire là, sur le présent, et que la haine, elle existe, que c'est plus grave. En fait, je suis en train de me dire, c'est plus grave que ça. Voilà, je suis désolée, un peu. Je pense que la presse surfe dessus, les politiques aussi. Certains sont assez contents d'eux-mêmes parce qu'ils ont le pouvoir, ou qu'ils veulent le réavoir à la faveur d'équilibre, de force, de malentendus. Mais moi, je pense que c'est assez grave ce qui se passe et que tout ce que vous dites là, que ce soit les politiques ou les journalistes, ne sont que des symptômes. J'ai tendance à penser que ce sont les hommes qui font l'histoire, ça oui, mais que ça... Ils ne les font pas, c'est pas un tel qui a le pouvoir, un tel qui dirige un journal qui fait l'histoire. Ça se passe à un collectif beaucoup plus profond. Et ils sont très rares, ceux, écrivains, philosophes, sociologues, journalistes, politiques, qui arrivent à décrypter cela. Enfin, moi je suis, pour ma part, je ne prétends pas réussir à décrypter, mais mon intuition, c'est que ce qui se passe est plus grave que simplement quelques responsabilités individuelles. Désolé d'avoir cassé l'ambiance. Moi, je suis d'accord avec Géraldine, parce que je vais la casser aussi. Je pense qu'un homme d'État ne cède pas la haine. Et un journal digne de ce nom. Mais il y a beaucoup de journaux en France, beaucoup de sites qui sont indignes de ce nom. Évidemment, eux, ils vivent sur la haine, ils font avancer la haine. Et moi, je vais aussi, quitte à casser aussi l'ambiance, mais je vais peut-être un petit peu plus loin. Je pense qu'il y a un problème en France, moi, qui m'a toujours frappé, alors c'est peut-être à cause de ma double culture, c'est la haine. Il y a une haine dans ce pays bien plus forte qu'ailleurs. Bien plus forte qu'en Grande-Bretagne, bien plus forte qu'aux États-Unis. Pourtant, il y a des émeutes régulières aux États-Unis. Il y a une haine profonde. Et on a toujours le sentiment qu'il y a quelque chose de dangereux qui peut naître à tout moment. Et ce qui peut expliquer d'ailleurs l'extrême prudence d'un grand nombre de nos politiques qui ont peur de l'eau qui dort, qui ont peur que quelque chose se réveille dans le pays. Et ça nous ramène... au sujet d'aujourd'hui, ça nous ramène à la Révolution. C'est-à-dire que la Révolution française a montré, parce qu'avec ses belles pages, et ses pages hideuses, il y a plus de pages hideuses, hélas, que de belles pages, mais elle a montré jusqu'où pouvait aller la haine d'un pays. Il n'y a pas eu ça, il y a eu des guerres civiles en Espagne ou ailleurs, il y a eu des monstruosités en Allemagne, enfin on peut citer toute l'Europe, il y a eu des choses atroces en Europe. Et c'est vrai que nous, pour changer de régime, et en fait pour retomber... une sorte de monarchie qui était celle de Napoléon, au fond, on a massacré un nombre de gens de manière absolument incroyable, dans des conditions horribles. Tout ça étant fait par des gens qui avaient pignon sur rue encore des décennies plus tard, je pense à Carrier, enfin, voilà, donc on a, là, ici, il y a un problème, oui, c'est vrai, je pense que là, Géraldine, moi je vais un petit peu plus loin qu'elle, mais je suis sûr qu'elle est d'accord avec moi, parce qu'on est d'accord là-dessus, il y a un problème de haine en France. Oui, puis après, des élites, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, il y a pas assez contente d'elle-même et assez à côté du réel quand même. On est d'accord, dès qu'il tape sur les élites, je n'ai pas voulu faire, on est tout de suite un peu... Mais oui, c'est pas ce que je cherchais. Sortez-les, touchez-les, mettez leur tête au-dessus d'une pique, voilà, c'est ça. Il est maintenant l'heure de clore le débat. Donc, foutre. Donc il se tiendra juste après une séance de dédicace et de vente des ouvrages récents de nos deux conférenciers, juste dans le hall ici présent. Nous tenions à remercier nos deux conférenciers pour leur présence, pour leurs éclairages sur le thème du journalisme et de la révolution dans le cadre des journées de l'éloquence. Aussi au public pour s'être déplacé. Et donc n'hésitez pas non plus à aller assister au théâtre de rue qui se déroule donc à Aix, place Albertas, place de l'Université et de l'Hôtel de Ville. Et il se tiendra aussi un concours d'éloquence le vendredi 15 et samedi 16
Pour les qualifications à Darius Milhaud et la finale au Grand Théâtre de Provence qui récompensera justement la meilleure équipe de jouteurs au niveau national. Donc nous vous attendons nombreux, merci et à bientôt. Je me permets d'apporter une précision immédiate sur les scènes de rue cet après-midi. Au choix à 15h, place d'Albertas, le discours de Robespierre contre les spéculateurs de blé. À 16h, place de l'Université, c'est le discours de Saint-Just à la Convention pour condamner Louis XVI. Et à 17h, aidez-moi, et c'est le discours de dépanthéonisation de Mirabeau par chez nous, qui déplaira donc à M. Gisler, qui nous a fait le plaisir de cette conférence. On remercie aussi Mme Le Vive Mirabeau. Quoi? Ah, vive Mirabeau.